Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont été invités à faire des sacrifices pour soutenir les troupes à l'étranger. Les gens ont changé de travail, ont assumé de nouvelles responsabilités à la maison et ont même modifié leur alimentation. L'armée avait la meilleure nourriture alors que tous se serraient la ceinture et trouvaient des solutions. Au lieu de se plaindre, les gens faisaient des preuves de créativité. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ce que les gens mangeaient pour survivre pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Weird History. Après cela, nous vous serions reconnaissants de laisser un commentaire pour nous dire quels autres sujets liés à la nourriture vous aimeriez découvrir. D'accord, mettez votre serviette. Il est temps de goûter des victuailles de la Seconde Guerre mondiale. Alors que la Seconde Guerre mondiale battait son plein, le gouvernement des États-Unis s'est rapidement rendu compte que l'armée allait se retrouver en concurrence avec la population générale pour des ressources comme la nourriture, le métal, le caoutchouc, le papier et divers autres matériaux. Pour garantir aux forces armées les ressources nécessaires à la victoire, un système de rationnement a été instauré. Voici son fonctionnement. Le gouvernement a attribué à chaque citoyen, adulte et enfant, un certain nombre de points. Ces points devaient ensuite être dépensés, en plus de l'argent, pour tout article restreint à l'effort de guerre. Ainsi, par exemple, en 1943, une livre de bacon coûtait 7 points. En plus de son prix monétaire, qui était d'environ 30 cents, les points prenaient la forme de timbres que le gouvernement distribuait dans des carnets. L'Office de l'administration des prix, ou OPA, faisait distribuer les carnets par des bénévoles et expliquait leur utilité aussi bien aux commerçants qu'aux consommateurs. Le premier produit à être rationné fut les pneus, suivi par les automobiles, puis l'essence. Ensuite, en mai 1942, le gouvernement commença à ajouter des produits alimentaires, y compris le sucre et le café, à la liste. Quelques mois plus tard, viande, poisson, lait en conserve, matières grasses et fromage furent aussi restreints. À chaque ajout d'un article sur la liste, les accapareurs vidaient les magasins, causant des pénuries. Beaucoup de ces produits étaient ensuite échangés au marché noir. Malgré ces problèmes, le système restait fonctionnel. Des restrictions comparables furent aussi imposées dans les pays d'origine des alliés européens de l'Amérique. Avec autant de produits de base rationnés, le public allait devoir faire preuve de créativité en cuisine. Le gâteau éponge est une délicatesse simple, et bien que beaucoup de gens ne le réalisent pas, il existe en fait depuis la Renaissance. Le secret de sa longévité, c'est qu'il est délicieux et facile à préparer. Durant la Seconde Guerre mondiale, la farine, le sucre, le beurre et les œufs étaient très demandés par les soldats. Les œufs et le sucre étaient particulièrement rares dans les épiceries mondiales. La version galloise du gâteau éponge devait être faite sans œufs, mais avec beaucoup de margarine, de sirop et de lait. De la confiture était généralement étalée au milieu des deux couches du gâteau. Ce n'était pas aussi moelleux que ce à quoi les gens d'aujourd'hui sont habitués, mais s'il était bien cuit, il prenait tout de même une teinte dorée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un quart de la population polonaise a été anéantie. Dans les combats, les Allemands ont pris toutes leurs terres, obligeant les Polonais à se débrouiller avec des ingrédients restants. Pourtant, tous les repas n'étaient pas une corvée. La crème aigre à la farine de pommes de terre accompagnait des raviolis aux myrtilles, un plat apprécié des enfants polonais. La crème aigre était composée de lait, de sucre et de farine de pommes de terre, ce qui rappelle une recette classique de crème fouettée. Maria Karpowiczowa, une femme qui a grandi en dehors de Varsovie, a recueilli des recettes polonaises de la Seconde Guerre mondiale. Au lieu de crème aigre à la farine de pommes de terre, les enfants apprécient de pouvoir recouvrir les boulettes d'une grande quantité de crème. En Angleterre, les cuisiniers tentaient de maintenir une certaine normalité alimentaire, notamment en faisant frire ce qu'on appela des faux filets de poisson. Les filets étaient préparés comme un vrai filet de poisson, mais avec du riz. Pour faire de faux filets de poisson, ils mélangeaient riz et œufs dans une poêle, obtenaient une couche de riz frit d'1 centimètre, laissaient refroidir puis découpaient en filets. Ils panuraient les filets si du pain était disponible, puis les faisaient frire jusqu'à ce qu'ils soient dorés. La demande de viande pendant la Seconde Guerre mondiale, comme on peut l'imaginer, était extrêmement élevée. Ceux qui étaient en première ligne recevaient la majorité de la viande, donc il a fallu changer les habitudes à la maison.
Les restaurants ont commencé à proposer des menus sans viande certains jours de la semaine et les publicitaires se sont mis à partager des recettes sans viande, comme des œufs à la crème sur des crêpes et des galettes de fromage aux noix. Les cuisiniers à la maison ont trouvé de nouvelles façons d'utiliser ce qu'ils avaient ou ont inventé de nouvelles recettes. Au début du XXe siècle, le pain de viande était un plat courant. Du bœuf haché et divers ingrédients façonnés en pain puis cuits au four. Durant la Seconde Guerre mondiale, les cuisiniers ont remplacé le bœuf haché par des légumes pour un repas plus économique. Ce pain contenait une tasse de petits pois, une de purée de pommes de terre et une boîte de soupe tomate concentrée. Ce n'était pas exactement comme un vrai pain de viande, mais c'était un bon moyen de consommer des légumes et d'utiliser les restes. Une grande partie du rationnement consistait à utiliser les restes pour faire durer la nourriture le plus longtemps possible, donc beaucoup de repas étaient essentiellement composés de briques et de brocs. Le Bubble and Squeak, par exemple, n'était pas un type de recette précis. La purée de pommes de terre restait indispensable pendant le rationnement, car les pommes de terre, faciles à cultiver, étaient largement disponibles. Culinairement, elles absorbaient toutes les saveurs qu'on leur donnait. Lorsqu'elles étaient utilisées dans le Bubble and Squeak, la purée de pommes de terre transformait chaque dîner en une sorte de galette de pommes de terre, généralement garnie de la viande et des légumes disponibles. Cuisiner sans farine peut sembler presque impossible, mais lorsque cet aliment de base venait à manquer, les habitants de la Pologne occupée trouvaient différentes façons de s'en sortir. Souvent, cela impliquait de remplacer la farine par des haricots, qui n'ont évidemment ni le goût ni la texture de la farine. Bouillis puis hachés, ils deviennent malléables, sucrés et peuvent être transformés en gâteaux. Les haricots, au goût terreux, diffèrent totalement de la farine. Mais les chefs polonais créatifs avaient une solution. Ils ajoutaient 6 cuillères de sucre à la recette, la rendant probablement savoureuse. Les légumes étaient abondants en Amérique durant la Seconde Guerre mondiale, car ils ne pouvaient pas être envoyés aux soldats. Les fruits et légumes frais ne pouvaient pas être exportés sans s'abîmer, alors on encourageait les Américains à en consommer. Le gouvernement a finalement encouragé les citoyens à planter leur propre jardin de la victoire, en raisonnant que si les gens pouvaient cultiver et mettre en conserve leurs propres légumes, cela libérerait plus d'espace dans les usines pour la production liée à la guerre. Les oignons sont un excellent exemple de légumes faciles à cultiver et extrêmement résistants, et dans les années 1940, les cuisiniers ont commencé à les farcir avec divers ingrédients, notamment des grape nuts, la céréale fade et assourdissante préférée de tout le monde, qui, pour information, ne contient ni raisin ni noix et est en réalité fabriquée à partir de blé. L'orge était un aliment de base américain à l'époque. Bien que beaucoup la trouvent insipide, elle reste utile en cuisine. D'une part, l'oignon farci obtenait une texture proche de celle avec du bœuf haché. Bien épicé, ce plat pouvait aussi devenir une entrée savoureuse. Aujourd'hui, le café est indispensable pour beaucoup de gens, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, pratiquement chaque grain de café en Amérique était expédié à l'étranger. Ce qui faisait du café l'une des choses les plus difficiles à rationner. Ce qui ressemblerait à un véritable cauchemar à notre époque, où il y a au moins un Starbucks à chaque coin de rue, les Américains étaient limités à consommer une livre de café toutes les 5 à 6 semaines. Ils buvaient moins d'une tasse par jour. Les Américains qui devaient absolument avoir leur tasse de café ont commencé à préparer le café Roosevelt, nommé d'après Franklin Delano Roosevelt, qui était président à l'époque. Le café Roosevelt, c'était simplement du café préparé avec du marc réutilisé. C'était souvent très aqueux et remplaçait mal le vrai café, mais les gens faisaient preuve de créativité avec. La chicorée et le postum étaient ajoutés au café. La chicorée relevait le goût, tandis que le postum servait de substitut, fait de son de blé, de mélasse et de maltodextrine. La langue de vache est énorme, caoutchouteuse et dure. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'une famille américaine typique apprécierait si elle avait d'autres alternatives. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les familles américaines n'achetaient que langue épiée, créant des variantes intéressantes des plats classiques. La langue de bœuf, par exemple, n'était pas simplement servie comme une grosse langue sur une assiette. Au lieu de cela, elle était présentée dans quelque chose qui ressemblait plus à une casserole. La langue de bœuf braisée sera assez reconnaissable. Une recette moderne demande des carottes, des oignons, du céleri et de la sauce tomate, en plus de la langue.
Pour obtenir une consistance comestible de la langue, il fallait la faire bouillir pendant 2 heures, puis la faire cuire au four pendant encore 2 heures dans une casserole entourée de légumes. La soupe à la broche n'a probablement pas le nom le plus attrayant de l'histoire des innovations culinaires, mais le plat lui-même est en réalité savoureux. La soupe a été inventée dans la Pologne, occupée pour utiliser l'orge excédentaire, car les Polonais manquaient d'aliments qui enrichissaient leur cuisine. Les protéines comme huîtres et anchois étaient exclues, ainsi que des aliments simples comme les châtaignes. Pour survivre durant la Seconde Guerre mondiale, les Polonais ont préparé une soupe d'orge nourrissante. Mais pourquoi lui ont-ils donné un nom si peu attrayant? Cela vient du fait qu'en mangeant la soupe, ils devaient recracher les enveloppes. Le foie haché est une recette juive traditionnelle utilisant schmaltz et griebenes, soit graisse de poulet et graton, pour enrichir ce plat à base de foie haché. Durant la Seconde Guerre mondiale, les familles juives étaient encouragées à étirer leurs rations, par exemple en ajoutant de la chapelure ou en cuisinant végétarien. Cette version végétarienne de ce plat était préparée avec des fruits et légumes frais et tout ce qui pouvait pousser dans les jardins de la Victoire. Les cuisiniers à domicile remplaçaient souvent la viande par des haricots verts, pois, oignons, biscuits salés et œufs durs si disponibles. Vous pensez probablement que la sciure, dans ce contexte, est le nom d'un aliment quelconque, mais ce n'est pas le cas, c'est simplement de la sciure ordinaire, tout ce qu'il y a de plus banal. Les habitants d'Angleterre et d'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale n'avaient pas les grands champs de blé dont profitaient les Américains. Ils mélangeaient leurs maigres réserves avec de la sciure, parfois appelée par euphémisme farine d'arbre. Une recette allemande de pain noir demandait une moitié de grains de seigle, 2 parts de betterave tranchée, 2 parts de sciure et 1 part de feuilles et de paille hachée. Tout était mélangé et cuit comme d'habitude, ça n'a pas vraiment l'air appétissant, mais bon, en temps de guerre, on mange ce qu'on a pour survivre. Les repas que les Amérindiens consommaient autrefois étaient souvent autant liés à la cérémonie qu'à la subsistance. Les Amérindiens rassemblaient les ingrédients de leur environnement de manière créative, tirant le meilleur parti de ce que la nature leur offrait. Et beaucoup de ces recettes font encore partie de leur culture et de leur vie à l'époque moderne. Aujourd'hui, nous allons donc jeter un œil à ce que les tribus amérindiennes de l'Ouest sauvage mangeaient. En général, les groupes amérindiens de l'Ouest sauvage prospéraient grâce à des aliments de base comme le maïs, les haricots et les courges. Quand c'était possible, viande, fruits et autres légumes s'ajoutaient à leur alimentation, comprenant aussi racines et légumes verts. De nombreux aliments amérindiens étaient riches en graisses, protéines et glucides. Leurs recettes étaient souvent volontairement riches en nutriments afin de lutter contre de nombreuses difficultés et épreuves qui étaient propres à la vie dans le Far West. Il ne s'agissait pas seulement de surmonter les difficultés, la nourriture servait aussi à célébrer et rassembler les gens. Comme dans beaucoup d'autres cultures, un bon repas était vu comme un moyen de renforcer les liens communautaires. Le pain navajo Kneel Down, traditionnellement appelé Nitsatakoa, doit son nom à son apparence après la préparation. Ce pain était fait de maïs, qui constituait un aliment de base du régime navajo. Ce maïs était moulu avant d'être enveloppé dans des feuilles de maïs, puis bouilli ou cuit au four. Parce que les extrémités de la feuille de maïs étaient rentrées ou repliées, l'ensemble ressemblait vaguement aux jambes d'une personne agenouillée. Le pain agenouillé était moelleux une fois cuit, mais il avait aussi souvent une croûte extérieure croustillante. Le pain agenouillé était parfois donné aux hommes médecines pour leur service ou une bénédiction, et aussi aux anciens de la tribu. Dans certains endroits, le pain agenouillé est aussi appelé tamal navajo, mais ce n'est pas une appellation universellement acceptée. Le pachofa était un plat composé d'un mélange de porc, de maïs et d'eau, et nécessitait de nombreuses heures de travail pour être préparé. Le pachofa, qui pouvait se conserver plus d'1 mois, prenait la forme d'une soupe presque toujours préparée en grande quantité, car elle était généralement servie pour rassembler les membres de la communauté Chickasaw afin de préparer le pachofa. Le maïs était concassé puis mis dans de l'eau bouillante. Le mélange était ensuite remué pendant des heures et des heures, permettant au maïs de ramollir. Lorsque le maïs était à moitié cuit, des morceaux de porc étaient alors ajoutés. Il était important d'empêcher le maïs de coller à la marmite, ce qui nécessitait des spatules spécialement conçues à cet effet.
Des spatules en noyer ou en chêne étaient souvent transmises de génération en génération, spécialement pour remuer. Des marmites de Pachofa, les Chickasaw et les Choctaw, participaient aussi parfois à un rituel de guérison appelé la danse du Pachofa. Pendant le rituel, un homme médecine récitait une formule au-dessus d'une personne malade afin de chasser l'affection. Pendant que d'autres dansaient dehors dans l'après-midi, du Pachofa était servi à tous les danseurs avant qu'une seconde série de danses ne commence. Atto n'est pas vraiment un plat particulier, c'est plutôt un terme général pour désigner le ragoût, la soupe et la bouillie. Cela dit, l'ateo comprenait souvent de la viande de gibier, comme du lapin, des ragoûts, des soupes et des bouillies. On y ajoutait généralement des légumes comme le céleri, l'oignon, l'épinard sauvage, la courge, le maïs et les pommes de terre. À mesure que les tribus amérindiennes passaient de la chasse à l'élevage, la viande de chèvre, de vache et de mouton a également fini par se retrouver dans l'ateo. L'ateo de mouton se préparait en faisant sauter la viande avant de l'ajouter à l'eau bouillante. Après avoir ajouté les légumes, le mélange cuisait brièvement, puis on ajoutait les assaisonnements et un peu d'eau avant de prolonger la cuisson. Et lorsqu'il était enfin servi, il était souvent accompagné d'un type de pain ou de tortilla. Comme autre aliment couramment trouvé parmi les groupes Navajo, le pain frit avait de nombreux usages. Préparer d'Ateknil Gaige était relativement simple, cela consistait principalement à mélanger de la farine, du lait, de l'eau et du shortening. Le pain frit Navajo était en fait une pâte sans levain frite à la poêle. Une fois le mélange frit des deux côtés, on pouvait le garnir de fromage, tomates, haricots ou légumes. À bien des égards, le pain frit Navajo servi de cette façon ressemblait à un taco. Le pain frit était souvent servi avec atu, la soupe mentionnée précédemment dans des ragoûts, mais il pouvait aussi être arrosé de miel pour l'adoucir. Après avoir été déplacés vers des terres agricoles médiocres dans les réserves, les tribus amérindiennes sont devenues de plus en plus dépendantes des rations du gouvernement américain. Le pain frit était l'un des rares plats autochtones préparés avec le saindoux, la farine et d'autres provisions accessibles aux Amérindiens. Wasna se traduit approximativement par n'importe quoi mélangé ensemble. Et le peuple Sioux, composé des Lakota, Dakota et Nakota, croyait à la fois en son importance nutritionnelle et spirituelle. Selon la légende, le Wasna, qui consiste en un mélange de viande séchée, de fruits et de graisse, était la source de vie du peuple Sioux. En raison de sa haute valeur calorique, le Wasna, parfois aussi appelé pemmican, était très apprécié, parce qu'il pouvait permettre aux guerriers et aux chasseurs de tenir pendant des jours entiers. C'est l'équivalent du Red Bull dans le Far West. Les Amérindiens préparaient le Wasna en mélangeant viande séchée, bœuf, bison ou cerf, et baies séchées. On l'enrobait de graisse fondue ou de saindoux, puis on le dégustait à la cuillère ou à la main. Le Wasna était autrefois mis en sachet ou vessie, mais aujourd'hui il est souvent moulé en boules, galettes ou carré pour le transport. C'était courant chez les Payam Kacham de Californie, ou Lucenos, comme les appellent les Espagnols. Wiwish était également traditionnellement associé aux Miwok, un peuple autochtone du nord de l'État. Wiwish était un ragoût préparé à partir de glands qui, comme vous le savez probablement, sont les noix très nutritives qui tombent des chênes, enfin peut-être que vous ne saviez pas qu'ils étaient très nutritifs. Wiwish utilisait plus de 10 variétés de glands du nord de la Californie, mélangeant diverses saveurs et fournissant graisses essentielles, glucides, vitamines et protéines. La première étape pour préparer le wiwish consistait à ramasser des glands chaque automne. Une fois récoltés, les glands étaient desséchés et stockés jusqu'à ce qu'ils soient nécessaires pour la préparation du wiwish. Le gland était cassé et les amandes étaient retirées de leur coquille. Leur peau était ensuite enlevée et les amandes de gland étaient bémoulues pour obtenir de la farine. La farine était mélangée avec de l'eau, lessivée pour enlever l'amertume, puis cuite en bouillie, en pain ou en ragoût. Lorsque le botaniste et auteur Charles F. Saunders a voyagé dans l'Ouest américain au début du XXe siècle, il a goûté au wiwish et a commenté cette expérience dans ses écrits. Selon Saunders, le goût était plutôt fade, mais avec une note de noisette qui devient franchement agréable. Saunders a ajouté que, selon son expérience avec le wiwish, il le considérait équivalent à un petit déjeuner moyen, comme de la bouillie. Néanmoins, il a observé que la crème, le sucre et une pincée de sel sont considérés comme des accompagnements nécessaires par les consommateurs non autochtones de ce plat. Wiwish n'était qu'un des nombreux plats amérindiens utilisant des glands qui étaient également consommés par des membres de tribus,
notamment les Apaches et les Yavapai. Selon des découvertes archéologiques, les membres des tribus Pueblo dans le sud-ouest des États-Unis buvaient une bière à base de maïs il y a environ 800 ans. Aujourd'hui, le Tiswin est surtout lié aux Apaches, groupe distinct ayant de nombreux contacts avec les Pueblo. D'Atesta, un membre des Apaches qui était avec Geronimo lors de sa reddition en 1886, affirmait que le Tiswin était relativement facile à fabriquer. Selon elle, il suffit de moudre finement le maïs sur une pierre à moudre, ou matati, puis d'allumer un grand feu et de faire bouillir la farine de maïs pendant 21 minutes, et mon kriamani. Une fois cuit, on le retire et on presse la purée en séparant les résidus. On jette les résidus, récupère le reste, le met dans un bocal et le laisse fermenter avec de la levure 24 heures. D'Atesta a précisé que la fermentation durait plus longtemps sans levure. On ajoutait souvent des herbes et racines et le broyage pouvait être répété. Un autre type de Tiswin utilisait la plante de mescal ou d'autres cactus, nécessitant plusieurs jours ou semaines de broyage, ébullition et fermentation. Une grande partie de la littérature sur les Apaches mentionne les ivrognes du Tiswin. Cependant, le rôle de cet alcool dans la société Apache a été rejeté par les membres de la tribu comme étant principalement un mythe. La raison en est que le Tiswin avait une teneur en alcool relativement faible. Victor Randall des Apaches Mescaleros a un jour commenté à l'historienne Eve Ball qu'il faut boire beaucoup pour être ivre avec le Tiswin. Selon Randall, la plupart des ivrognes du Tiswin étaient en fait ivres de tequila ou d'autres alcools forts. Le piqui, un pain de maïs fin préparé par les Hopis, ressemblait au pain de papier Navajo. Le pequi était fait à partir de maïs bleu ou rouge mélangé avec de la cendre et de l'eau. La pâte est souvent épaisse, mais le piqui était généralement très fin. Les femmes benali prenaient des poignées de pâte de pequi et l'étalaient sur une pierre plate et chaude. Une fois cuit, le piqui pouvait être plié, laissé à plat ou roulé, puis servi avec divers aliments. Préparer le piqui était une compétence acquise par les femmes après des années de pratique. La pierre à pequi était dans une petite pièce ou maison réservée à sa préparation, avec de la musique en fond. L'importance du noyer pour les Amérindiens se voit dans l'utilisation de l'huile de noix de noyer pour la cuisine et la médecine. Les noix de noyer pouvaient être écrasées pour obtenir une boisson ou bouillie et filtrées pour produire du lait de noyer. Une recette courante chez les Cherokees était le kanashi, ou soupe de noix de noyer. Au début de l'automne, les femmes ramassaient les noix de noyer, tombées, et les laissaient sécher pendant plusieurs semaines. La chair des noix était extraite, broyée et formée en boules. Après avoir été conservées un certain temps, les boules étaient ajoutées à une cuve d'eau bouillante. Après avoir filtré le mélange pour retirer les coquilles, les femmes Cherokee ajoutaient de la semoule de maïs et parfois du sucre ou du miel. Le wojapi se préparait avec des cerises noires, de la farine de racine et du sucre, mélangés puis portés à ébullition et épaissis selon les besoins. Considéré comme une friandise sucrée, le bojapi était courant parmi les populations Sioux, notamment les Dakota et les Lakota, qui vivaient dans le Dakota du Sud. Le bojapi était parfois consommé comme un pudding, mais il pouvait aussi être servi sur du pain frit. Malgré son goût sucré, le bojapi n'était pas considéré comme un dessert, mais plutôt comme l'un des nombreux plats traditionnels. Il est également conservé et servi lors d'occasions spéciales et de rassemblements cérémoniels. L'utilisation de cerises noires dans la recette démontrait l'importance du ojapi. Ces mêmes baies étaient courantes à Wasna et étaient appréciées pour leurs propriétés médicinales. Tout au long des XIVe et XVe siècles, la région qui est aujourd'hui le Mexique abritait une civilisation florissante connue sous le nom d'Aztèques. Avant d'être renversée par la couronne espagnole par le biais du conquistador Hernán Cortés en 1521, cette culture mésoaméricaine complexe a développé une cuisine unique qui reste encore populaire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir ce que les Aztèques mangeaient avant l'arrivée des Européens. Si vous aimez le chocolat, vous devez un grand merci aux Aztèques qui ont apporté plusieurs contributions importantes à son développement. Pour les Aztèques, ce qu'ils appelaient chacala était considéré comme une nourriture des dieux, ce qui, pour être honnête, est encore ce que la plupart des gens considèrent aujourd'hui. Maintenant, pour être clair, le chacalate, tel que les Aztèques le préparaient, était très différent du chocolat que nous connaissons aujourd'hui.
D'abord, ce n'était pas sucré, ce n'était pas non plus moulé en tablette, en fait, ce n'était vraiment moulé en rien du tout. Les Aztèques préparaient une boisson avec la graine de cacao et non une friandise solide comme aujourd'hui. Les effets de cette boisson ont été détaillés dans le Codex Florentin, une œuvre du XVIe siècle écrite par Bernardino de Sagon, un moine espagnol vivant en Mésoamérique. Selon lui, boire trop de cacao rendait une personne ivre, étourdie, confuse, malade et, selon ses mots, dérangée. En d'autres termes, un vendredi soir typique, oui. Bien qu'il y ait eu beaucoup de spéculations sur le sujet au fil des ans, les historiens ne savent pas exactement ce qui rendait la boisson enivrante. On sait cependant que le cacaoyer avait une signification religieuse pour les Aztèques et que la boisson était utilisée lors de rituels. Le régime alimentaire aztèque comprenait de nombreux aliments, mais il tournait principalement autour de la consommation de maïs, ce que l'on appelle aujourd'hui le maïs. La tortilla, désormais célèbre mondialement, illustre l'intégration du maïs dans l'alimentation aztèque. Les tortillas qu'ils fabriquaient étaient déjà variées en taille, forme et usage, comme aujourd'hui. Tous, dans l'empire aztèque, en mangeaient, peu importe la classe sociale. Les Aztèques fabriquaient des tortillas avec de la farine de maïs issue de la nixtamalisation. Les grains étaient bouillis dans de l'eau et des cendres de genévrier, puis trempés toute la nuit pour retirer l'enveloppe dure. Le maïs était ensuite moulu en farine. Le Codex Florentin donne beaucoup de détails sur les nombreuses options de tortillas disponibles pour les cuisiniers à Tenochtitlan, selon le Codex. Le vendeur de nourriture vend des tortillas pliées, des tortillas épaisses et des tortillas grossières. Il vend des tortillas aux œufs de dinde, des tortillas faites avec du miel, des tortillas pressées, des tortillas en forme de gants, des tortillas nature, des tortillas assorties, des tortillas braisées, des tortillas sucrées, des tortillas aux graines d'amarante, des tortillas à la courge, des tortillas au maïs vert, des tortillas en forme de briques, des tortillas au figuier de Barbarie, des vieilles tortillas émiettées, des tortillas froides, des tortillas grillées, des tortillas séchées et des tortillas malodorantes. Ce menu donne envie, sauf peut-être pour les tortillas malodorantes, selon leur odeur, cela change tout. La plante d'amarante avait une signification religieuse pour les Aztèques et ses graines ainsi que ses feuilles étaient utilisées dans différents types de cuisine. Les graines d'amarante étaient cuites, mélangées à des édulcorants comme l'agave pour former une pâte ou ajoutées à divers plats. Les classes supérieures les consommaient dans des tamales lors des fêtes. Pendant ces célébrations, il était même possible pour les gens du peuple de mettre la main sur ces spécialités. Le Codex Florentin décrit en fait la préparation de certaines variétés, comme des tamales faits de fleurs de maïs avec des graines d'amarante moulues et des cerises ajoutées, ainsi que des tamales farcies aux feuilles d'amarante. Quelqu'un d'autre pense-t-il que Bernardino Séguin voulait de la cuisine mexicaine? Même dans un empire où la nourriture abondait, les riches avaient toujours un peu plus que les autres. Les classes supérieures de l'empire aztèque aimaient les sauces savoureuses, ragoûts et cassolettes. Le Codex Florentin décrit une casserole particulière, dévorée par les seigneurs comme une sorte de casserole de volaille, préparée à leur manière, avec du piment rouge, des tomates et des graines de courge moulues, un plat aujourd'hui appelé pipián, également connu sous le nom de pépián. Ce plat est aujourd'hui un ragoût guatémaltèque par excellence. Bien qu'il ait évolué au fil des siècles, ce plat conserve en réalité de nombreux traits d'origine dans sa forme moderne. Il est souvent servi avec une seule viande, mais il existe aussi des recettes à 3 viandes. Il contient toujours des légumes et des fruits comme la poire, la courge, la carotte, la pomme de terre et l'épi de maïs. Et la sagesse populaire veut qu'il soit épais et riche, avec une abondance d'épices rôties mélangées ensemble. Les preuves montrent que les avocatiers étaient décultivés en Amérique dès 750 avant Jésus-Christ, et une guacamole ou sauce à l'avocat est essentiellement une version très ancienne du guacamole. En fait, ce sont les Espagnols qui ont transformé le mot aguacate en aguacate, qui a finalement évolué en avocat. Pendant ce temps, le terme aguacamole s'est lentement transformé en mot guacamole. Les Aztèques précolombiens mangeaient des avocats écrasés avec tomates et coriandre. Les Espagnols ont repris la recette, l'ont introduite en Europe et l'ont adaptée, donnant la version moderne du plat. Cela reste similaire à ce que les Aztèques appréciaient. Un historien a même suggéré avec nostalgie que lorsqu'il est enveloppé dans une tortilla de maïs fraîchement préparée
ou même dégusté sur un chip de tortilla, un guacamole pourrait évoquer, même de façon lointaine, le goût de Tenochtitlan. Les terres entourant Tenochtitlan étaient marécageuses, ce dont les Aztèques ont profité en agriculture. Ils ont construit des îles agricoles artificielles appelées chinampas, créées en accumulant de la boue provenant du fond des lacs et des marais. Des canaux ont été créés autour des chinampas pour les rendre accessibles et faire circuler l'eau. Les Aztèques exploitaient aussi les lacs voisins pour diversifier leur alimentation vivante. Ils se régalaient de grenouilles, d'insectes aquatiques et de crevettes de lac, mais ils n'hésitaient pas non plus à croquer des œufs et des larves provenant aussi bien des insectes que des amphibiens. En fait, l'une de leurs spécialités était l'axolotl, une salamandre à l'état larvaire. D'après le Codex florentin, ces créatures lacustres pouvaient être préparées de diverses façons. Tamales de grenouille, grenouille avec des grains de maïs, axolotl avec des grains de maïs, axolotl, tamales, tétard avec des grains de maïs, et ce n'est que pour en nommer quelques-uns. Ce sont en réalité les peuples pré-aztèques qui vivaient dans la région qui est aujourd'hui le Mexique entre 800 avant Jésus-Christ et 200 avant Jésus-Christ qui ont été les premiers à domestiquer les dindes. Ces adeptes mangeaient de viande et œufs pour les protéines et utilisaient les plumes à des fins décoratives. Leurs descendants mésoaméricains ont poursuivi la tradition et les dindes que nous consommons aujourd'hui existent grâce à ces pratiques. Ces dindes domestiquées étaient des sources de nourriture aux côtés de leurs congénères sauvages, qui avaient tendance à être plus petites et nettement moins charnues. Certaines de ces viandes alternatives dont se nourrissaient également les Aztèques provenaient du cerf, du pécari, des lapins, des lièvres, des souris, des tatous, des serpents, des gaufres, des opossums et des iguanes. Ces animaux, une fois capturés, étaient engraissés en captivité avant d'être consommés. Tequitat, qui signifie excrément de pierre dans la langue aztèque, le nahuatl, est un peu plus appétissant que son nom ne le laisse supposer. C'est en réalité une algue comestible que les Aztèques récoltaient avec des filets et des pelles, puis séchaient au soleil. Une fois sèche, la tequitat était façonnée en galettes, séchée à nouveau, puis utilisée pour préparer des tortillas. Selon Díaz del Castillo, l'un des premiers Espagnols à avoir visité Tenochtitlan, il y avait des poissonniers et d'autres vendeurs. Ils fabriquaient de petits pains à partir d'une vase du Grand Lac qu'ils épaississaient puis transformaient en pain au goût de fromage. Un auteur plus tardif a également comparé leur saveur à celle du fromage, sauf qu'il la trouvait moins agréable et avec un certain goût de boue. Connu sous le nom de champignon de maïs, charbon du maïs ou truffe mexicaine, le huitlacoche est un champignon du maïs qui est aujourd'hui considéré comme un mets gastronomique. En nahuatl, le mot huitlacoche se traduit par excroissance endormie. Cela s'explique par le fait que le champignon affecte la croissance des grains de maïs, les faisant en quelque sorte s'endormir. Cela peut sembler négatif. Les Aztèques ont fini par considérer cet effet comme une bénédiction, car ils obtenaient malgré tout de la nourriture de ce champignon qui abîmait leur maïs. C'est une vision optimiste des champignons. Pour préparer le huitlacoche, de nombreux spécialistes estiment que le jeune champignon blanc se mange cru, alors que le champignon noir plus âgé est meilleur cuit. Comme bien d'autres peuples, les Aztèques aimaient boire. En fait, pour cette ancienne culture mésoaméricaine, boire était bien plus qu'un simple loisir, c'était un acte cérémoniel et rituel. Acti ou pulque était une boisson fermentée issue de la sève sucrée de l'agave. Les Aztèques appelaient cette plante mag, et elle est associée à la déesse du pulque, Mayahuel. La boisson était consommée lors de divers rituels, souvent dans des récipients élaborés. Elle était consommée par les prêtres et les victimes avant les cérémonies, et par la noblesse pour célébrer les victoires. Les Aztèques imposaient diverses règles sur sa consommation et sa fabrication. Chez le peuple, seules les personnes âgées et les femmes enceintes pouvaient en consommer. Ceux qui préparaient la boisson devaient s'abstenir de relations sexuelles, car on pensait que cela ruinait le processus. Pourtant, bien que cette boisson ait une grande importance pour les Aztèques, elle serait en réalité antérieure à leur culture. La société aztèque, très hiérarchisée, voyait la royauté consommer des plats riches et carnés, tandis que les classes inférieures suivaient surtout des régimes végétariens. Un exemple est le pinoli,
mot nahuatl désignant la semoule de maïs. Il témoignait de la vie itinérante des Aztèques les plus pauvres ou sous contrat. Ce plat simple à base de maïs moulu grillé se conservait bien, permettant aux voyageurs ou guerriers de l'emporter pour un repas rapide et nourrissant. Bien que peu savoureux, le pinoli pouvait être mélangé à de l'eau et du cacao pour le rendre plus agréable. Ce type de repas instantané, appelé etoli, était populaire parmi les Aztèques de la classe inférieure. Considérez-les comme l'équivalent mésoaméricain ancien des plats préparés. Explorer et coloniser le Far West était une tâche difficile. Les pionniers de l'Ouest devaient bégadou faire preuve de débrouillardise et de créativité pour survivre, lorsqu'ils s'installaient à la frontière de l'Ouest. Ils entreprenaient de longs voyages difficiles, sans garantie de provisions suffisantes, et faisaient donc preuve de créativité. Côté cuisine, celle des pionniers peut paraître étrange aujourd'hui, mais les colons devaient utiliser ce qu'ils avaient et improviser pour survivre. Aujourd'hui, nous allons explorer le menu des étranges aliments consommés par les pionniers du Far West. Tout le monde aime les desserts à la gélatine, non? Remets mes affaires dans la gelée. Les pionniers adoraient ça. Personne n'ayant inventé la gelée Jell-O avant 1897, ils ont improvisé avec de la gelée de pied de veau. C'était un dessert peu coûteux et facile à préparer. La recette est simple. Il suffit de mélanger des œufs, du citron, du sucre et des épices. N'oubliez pas de faire bouillir des pieds de veau pour la gélatine. Quand la gélatine est refroidie, mélangez-la aux œufs et au sucre. Mélangez bien pour obtenir une gourmandise du Far West. Certains cuisiniers du Far West ajoutaient aussi du vin blanc, des assaisonnements et des blancs d'œufs à la recette. Un livre de recettes de Virginie propose même d'ajouter des coquilles d'œufs écrasés au mélange. La recette la plus détaillée, cependant, provient de Home Cookery, A Collection of Tried Receipts, Both Foreign and Domestic de Madame J. Chadwick en 1853. Faites bouillir 4 pieds dans un gallon d'eau jusqu'à obtenir 2 litres, filtrez et laissez reposer toute la nuit. Retirez la graisse et ajoutez à la gelée une pinte de vin, le jus de 4 citrons et les blancs de 8 œufs. Mélangez bien le tout et sucrez selon votre goût. Faites bouillir 30 minutes, écumez puis égouttez dans un sac en flanelle. Si cela s'écoule en filet, il faut le remettre encore et encore jusqu'à ce que cela ne passe à travers le sac qu'en goutte rapide. Tout comme moi, maman avait l'habitude de faire. La version sucrée du pied de veau. La gelée était populaire dans le Far West, mais des versions salées du plat, appelées picha, existaient bien avant l'époque de la frontière. Ce dessert n'est plus beaucoup mentionné de nos jours, mais le pacha est encore disponible sur commande au 2e avenue Deli de New York et dans au moins une charcuterie cachère à Miami. Il n'a pas toujours été possible de commencer sa journée avec une tasse de café torréfié foncé. À la frontière américaine, le vrai café était rare dans le Far West, donc les pionniers utilisaient divers substituts en son absence. Des racines de chicorée au gland, tout pouvait être moulu pour servir de substitut de café. Les pionniers ont inventé une alternative créative au café avec des patates douces. Ils les épluchaient, les cuisaient, les écrasaient, les séchaient, puis les façonnaient en galettes. Ils mélangeaient les galettes à la farine de seigle, les séchaient au four, puis les réduisaient en poudre. Les patates douces ne remplaçaient pas vraiment le café, mais certains appréciaient la boisson. Une recette de décembre 1861, tirée du Albany Patriot de Géorgie, suggère de mélanger la poudre avec une petite quantité de café. Épluchez vos patates douces et coupez-les en tranches assez fines, faites-les sécher à l'air libre ou sur un poêle, puis coupez-les en morceaux suffisamment petits pour passer dans le moulin à café, puis broyez-les. 2 cuillères à soupe de café moulu et 3 ou 4 de patates douces moulues suffisent maintenant pour préparer 8 à 9 tasses de café clair, pur et savoureux. Peut-être que le meilleur dans le fait de se réveiller dans le Far West, c'était d'avoir de la patate douce dans sa tasse. La plupart d'entre nous mangent souvent du rôti de bœuf ou de poulet, mais on ne songerait jamais à goûter Pépé le putois malgré son insistance. Mais les pionniers n'avaient pas vraiment le choix à ce sujet. Beaucoup de pionniers ont survécu en mangeant ce qu'ils pouvaient trouver, piéger ou chasser dans la nature. Les moufettes habitent divers milieux aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il était donc inévitable que ces animaux malodorants aient des ennuis. Littéralement, les moufettes fournissent une quantité de viande étonnamment correcte, bien que ce ne soit pas autant qu'un mouton ou un cochon. Un vieux livre de recettes de pionniers comprend des instructions pour rôtir la moufette,
en précisant que les cuisiniers doivent retirer les glandes odorantes avant de la faire rôtir. Ce qui est intelligent. Et la moufette, si vous ne le saviez pas, se déguste de préférence avec des carottes. Vous ne trouverez probablement pas de moufette rôtie au menu d'un restaurant aujourd'hui, mais cela n'a pas empêché certaines personnes d'essayer. Plus récemment, selon un numéro de 1959 du magazine Boy's Life, la viande est légère et bien parfumée, et elle a meilleur goût que le raton laveur ou l'opossum. Apparemment, William Howard Taft n'a pas aimé notre vidéo. Les pionniers faisaient preuve d'ingéniosité pour préparer des desserts, notamment la tarte au citron. Bien que cultivés en Californie dès le XVIIIe siècle, les citrons restaient rares dans l'Ouest avant le milieu ou la fin du XIXe siècle. Pour compenser leur rareté, les pionniers ont encore procédé à des substitutions. Dans leurs recettes, ils ont utilisé les feuilles d'oseille des moutons, une petite plante de la famille du sarrasin des moutons. L'oseille locale était plus facile à trouver que les citrons. Les cuisiniers hachaient ces feuilles pour les intégrer dans une tarte, donnant une saveur acidulée à la pâtisserie. Bien sûr, ce n'est pas une tarte au citron meringué, mais ça fait l'affaire en cas de besoin. Rien ne vaut le goût rafraîchissant de l'acidité. Les produits frais, comme les pommes, étaient rares dans le Far West. Les pionniers utilisaient parfois du vinaigre de cidre de pomme pour parfumer les desserts. Principalement utilisé comme médicament ou pour le nettoyage à l'époque, le vinaigre de cidre de pomme servait parfois à parfumer une tarte. La tarte au vinaigre, au goût acidulé de pommes ou d'agrumes, rappelait une vraie tarte. Elle est encore cuisinée aujourd'hui pour satisfaire les voyageurs, comme autrefois sur la piste des chariots. Martha Stewart propose même une recette pour cette excellente tarte de pionnier. Elle nécessite beaucoup de farine, de vinaigre, de sucre, d'épices et de beurre, plutôt que le saindoux utilisé par les pionniers. Après une journée de dur labeur à explorer la frontière de l'Ouest, il n'y a rien de mieux qu'un bon bol de votre ragoût préféré. Malgré son nom étrange, le ragoût fils de B est un témoignage de l'esprit pionnier de ne rien gaspiller. Cela permettait d'utiliser efficacement les parties du jeune bœuf difficiles à conserver. Le ragoût Sob était un mélange de bœuf maigre, de veau, de foie et de cœur, de moelle osseuse, de riz et de cervelle, tous coupés en petits morceaux et bouillis. Ensuite, les pionniers l'assaisonnaient avec un mélange de sel, de poivre et de sauce piquante pour ajouter un peu de saveur. Ce plat de cow-boy, autrefois pratique quand chaque bouchée comptait, n'est sans doute plus recherché dans un kit repas moderne. Comme le café et les produits frais, la farine traditionnelle manquait parfois aux pionniers. Ils ont opté pour le maïs et les glands pour faire du pain. Utiliser des glands moulus comme farine n'était pas inédit, mais ils étaient abondants à l'ouest et faisaient un bon substitut. La fabrication de la farine impliquait de griller les glands pour ôter leur amertume, puis de les réduire en poudre fine. Les pionniers pouvaient utiliser la farine de gland avec d'autres ingrédients pour faire du pain ou à peu près n'importe quelle autre pâtisserie nécessitant de la farine. Dans le Far West, chacun avait sa façon d'attraper et préparer la nourriture. Manger du côté sauvage, un livre de recettes de gibier, a rassemblé plusieurs recettes appétissantes issues de ces méthodes. L'une de ses spécialités culinaires était le fromage de tête d'ours. Bien que son nom soit trompeur, le fromage de tête n'est pas du fromage. C'est un plat préparé avec soin à partir des restes de viande de la tête et du visage d'un animal. Elle est trempée dans une saumure, rincée puis longuement bouillie. La viande est ensuite hachée, assaisonnée puis refroidie dans un plat ou moule. Certaines recettes de fromage de tête utilisent une gelée salée appelée aspic. Ensuite, il suffit de trancher et déguster. La taille d'un ours offrait beaucoup de viande aux familles de pionniers. Faire du fromage de tête permettait de conserver chaque partie utile de l'animal et d'avoir des réserves pour les longs voyages. Si vous souhaitez du fromage de tête, ou brawn comme disent les Britanniques, il suffit d'aller dans votre supermarché local. Dans la digne tradition du fromage de tête, les huîtres des prairies ou huîtres des montagnes sont un plat tristement célèbre de l'Ouest américain, plus connu sous le nom de Rocky Mountain Oysters ou caviar de cow-boy. Ce plat est préparé à partir de testicules. Dis-leur pourquoi les tiennes sont si savoureuses. Eh bien, l'astuce, c'est qu'il faut les couper bien haut. Des testicules de veau qui sont écorchés et frits.
Dans le Far West, les cow-boys et les éleveurs ont expérimenté différentes coupes de viande à la recherche de nourriture bon marché. Ils ont découvert que cuisiner et manger cette partie du taureau était bon. Les cow-boys les trouvaient délicats, les épluchaient, les enrobaient de pâte et les faisaient souvent frire sur place. Aujourd'hui, les huîtres des Rocheuses sont proposées lors de festivals, dans les restaurants et bars, souvent en apéritif. Cherchez-vous une alternative bon marché au bouillon de bœuf? Pourquoi ne pas préparer des recettes de thé de bœuf pour obtenir ce liquide? Depuis les années 1700, le thé de bœuf a été bénéfique aux pionniers. Ils faisaient bouillir de fines lamelles de bœuf salé pour préparer le thé, puis le filtraient et le servaient chaud, pratique pour les personnes fragiles. Les pionniers utilisaient le thé de bœuf pour stimuler l'appétit et soigner des maladies. Ah, le thé de bœuf, c'est ce que le médecin a prescrit. La préparation de ce thé ne se limitait pas au bœuf. L'agneau, le poulet et les légumes pouvaient constituer un substitut adéquat lorsque le bœuf n'était pas disponible. Comme d'autres animaux, les pionniers chassaient ou piégeaient pour se nourrir, les lièvres étant essentiels à leur alimentation car abondants et faciles à attraper. La viande de lièvre, maigre et rôtie comme d'autres viandes, était une précieuse source de nourriture dans le Far West. Mais comme toute nourriture rapide, manger seulement de la viande de lièvre posait problème aux premiers colons. Empoisonnement au lapin. Aujourd'hui appelé empoisonnement aux protéines, cette condition résulte d'une alimentation riche en protéines sans autres nutriments. Elle simule une faim intense malgré un apport calorique suffisant via la viande de lièvre. La viande de lièvre était trop maigre, causant ce problème chez certains colons. Malgré cela, ils consommaient d'autres animaux et la viande de lapin reste courante dans certaines régions. Avant que les techniques modernes de réfrigération ne permettent de l'emporter sur la route, la viande fraîche était un prix durement gagné pour les colons dans le Far West. Elle se gâtait en chariot, forçant les colons à chasser quand possible. Les cerfs et bisons étaient parfois rares, mais les écureuils souvent nombreux. Les écureuils sont ainsi devenus une alternative de viande fraîche lorsque le bison n'était pas disponible. Les chasseurs enlevaient l'écorce d'une branche sous l'écureuil, ce qui les faisait tomber de l'arbre. Ensuite, les chasseurs essayaient de tirer sur les écureuils sans abîmer les petites quantités de viande sur leur carcasse. D'accord, voulez-vous les frits ou mijoter? Frits, musique en fond? Même les cow-boys aimaient parfois un petit encas. Le bœuf frisé était le snack copieux parfait et parfois même un dîner. C'était aussi facile à préparer, il suffisait de faire cuire de la viande séchée dans du lait, du beurre et de la farine, puis de servir le tout sur du pain grillé. Et grâce à ces ingrédients, ce plat était raisonnablement plus nutritif que d'autres mets de l'époque. Mieux encore, les ingrédients étaient de eau facile à transporter, car le seul ingrédient périssable de la recette est le lait. Les recettes modernes ajoutent parfois des oignons sautés ou des petits pois et servent la préparation sur une pomme de terre au four. Le bœuf frisé peut aussi se faire avec du bœuf émincé et de la sauce. Nos amis dans l'armée connaissent pas peut-être le bœuf frisé sous un autre nom, sauce ou hèche sur une tuile. Le pain et les biscuits étaient tout aussi essentiels dans les repas des pionniers qu'ils le sont aujourd'hui. Les fours n'étaient généralement pas disponibles sur la piste, alors les colons faisaient cuire ces glucides classiques dans une poêle. Le résultat était le pain à la poêle, ou bannique, qui est différent du pain que nous mangeons aujourd'hui. Le pain à la poêle est un plat polyvalent avec une recette simple. Composée de farine, de levure chimique, de sel et d'eau, la recette des pionniers utilisait de la farine complète, ce qui donnait un pain plus dense et plus nourrissant. C'était sûrement mieux, car leur nourriture devait les rassasier longtemps. Bien que cela paraisse étrange, les Américains, lors de la Révolution, utilisaient souvent la nourriture pour exprimer leur colère contre les Britanniques. De la Boston Tea Party aux émeutes du café, les Américains utilisaient la nourriture pour proclamer leur indépendance. Les repas et les ingrédients associés aux Britanniques étaient rejetés et remplacés par des alternatives locales. Aujourd'hui, découvrons des aliments consommés par les Américains durant la guerre d'indépendance. Pendant la Révolution, la nourriture était précieuse. Les Américains utilisaient chaque partie de l'animal, même le sang. Prenez la recette du boudin noir d'un livre de cuisine de 1805 par Hannah Glasse qui demande de mélanger de la semoule de maïs avec du lait bouilli ou de l'eau.
Ensuite, on ajoute le sang, puis on mélange le tout soigneusement. Enfin, Anna Glass recommande d'ajouter un sirop à base de mélasse appelé treacle, et pour faire bonne mesure, un peu de saindoux. Il était conseillé aux cuisiniers de faire bouillir le boudin noir jusqu'à 7 heures avant de servir. Quand nous avons dit que les Américains pendant la Révolution utilisaient tout de l'animal, nous le pensions vraiment. Prenez Joseph Plum Martin, un soldat du Connecticut, qui a noté certains des aliments les plus inhabituels mangés pendant la guerre. Par exemple, à une occasion, il a fait bouillir le foie d'un vieux bœuf. Cela semblait une bonne idée, mais ce ne l'était pas. Martin dit que la viande lui a causé un terrible mal de ventre. Après avoir pris des médicaments, Martin, selon ses propres mots, a expulsé les morceaux durs de foie comme de la mitraille tirée d'un canon de campagne, ce qui semble affreux à tous points de vue. On pourrait croire qu'un tel incident rendrait Martin plus difficile sur la nourriture, mais non, pas pour ce soldat du Connecticut. Martin appréciait surtout des morceaux déjà jugés indésirables par les autres à l'époque. Ses journaux montrent, entre autres, qu'il a mangé une tête de mouton pour éviter le gaspillage, ainsi que la rate ou la laitance d'un bœuf, ce qui l'a fait vomir. Après la Révolution américaine, Thomas Jefferson est parti en France, comme tout spectateur de Hamilton le sait. Là-bas, le père fondateur américain a peut-être goûté pour la première fois à la glace, un plaisir que beaucoup tiennent pour acquis. Oui, dès la première bouchée, ce dessert est devenu l'un de ses favoris. Avec Jefferson, il est le premier Américain à créer et populariser sa propre recette. En tant que président des États-Unis, Jefferson est connu pour avoir servi de la glace à au moins 6 occasions. Manasseh Cutler, membre du Congrès du Massachusetts, initié à la glace par Jefferson, a écrit « Glace très bonne, croûte complètement sèche, émiettée en fines lamelles. On dirait la critique d'un homme des cavernes. Glace très bonne, croûte complètement sèche, émiettée en fines lamelles. » Un autre invité de la Maison-Blanche s'est émerveillé devant les boules de matière glacée enveloppées dans une pâte chaude, offrant un contraste curieux, comme si la glace venait tout juste de sortir du four. La recette du gâteau de feu comprenait de l'eau, de la farine et rien d'autre. Si cela ne vous semble pas très appétissant, eh bien, ce n'était pas le cas non plus pour les soldats révolutionnaires. En réalité, ils ne mangeaient du gâteau de feu que lorsqu'ils n'avaient vraiment pas le choix. Cependant, les pénuries de rations pendant l'hiver de George Washington à Valley Forge signifiaient que de nombreux soldats n'avaient pas d'autre choix que d'en préparer. Ils mélangeaient la farine avec de l'eau et la faisaient cuire dans une marmite en fer. Sans levure, le gâteau restait dense et presque sans goût. Mais si cela vous paraît ennuyeux, il existait un moyen de pimenter les choses. Les réserves de farine étaient souvent infestées d'asticots et de charançons. N'ayant presque rien à faire contre ça, les hommes les cuisinaient juste avec la farine, ajoutant au moins un peu de protéines au repas. Si vous n'en avez jamais goûté, tout Philadelphien peut vous dire combien ce mélange de viande est délicieux. Popularisé par les Pennsylvaniens d'origine allemande, le scrapple était fait à partir des restes de porc. C'est exact, c'est la version révolutionnaire américaine du McRib. Une recette datant de l'époque coloniale utilisait la tête du cochon, les pieds et les restes après avoir préparé la viande à saucisse. Quelqu'un a aussi l'eau à la bouche ? Les morceaux étaient jetés dans une marmite salée et bouillis jusqu'à ce que les os puissent être retirés. Les Américains avaient l'habitude d'assaisonner la viande avec du sel et du poivre et d'ajouter de la semoule de maïs pour épaissir le mélange afin d'obtenir quelque chose qui ressemble davantage à une bouillie. Après cuisson, le chef tranchait le scrapple avant de le frire dans du saindoux chaud, préparé avec les meilleurs ingrédients au monde. Les citrouilles, aliments du Nouveau Monde, étaient utilisées de diverses façons par les Américains à l'époque révolutionnaire. Parmi les méthodes les plus populaires figurait la tarte à la citrouille, encore très appréciée aujourd'hui. Dans le livre de cuisine de 1805 de Anna Glass, elle détaille comment les pères fondateurs préparaient et mangeaient leur tarte à la citrouille. Selon Glass, le cuisinier doit éplucher la citrouille et la mijoter jusqu'à tendreté. La recette demandait ensuite une pinte de citrouille, un verre d'eau de rose, une pinte de lait et un verre de vin de Malaga. Après cela, la recette était complétée avec une demi-livre de beurre, du sucre, du sel, 7 œufs et une pincée de muscade.
Comme la plupart des gens, George Washington appréciait un verre de temps en temps, et quelques mois seulement après le début de la guerre d'indépendance, George Washington fit des réserves de vin de Madère. Ce vin particulier était importé de la colonie portugaise de Madère et pouvait contenir du brandy ou d'autres édulcorants, selon la variété. En prévision de ce qu'il savait être un conflit prolongé, Washington commanda 1900 bouteilles de cette boisson. Il n'était pas le seul père fondateur à en raffoler non plus. En 1760, John Hancock déclara moins d'importation de vin de Madère qu'en réalité pour protester contre les taxes britanniques, provoquant une émeute à Boston. Les délégués du premier congrès continental ont bu du Madère en débattant de l'indépendance, et Thomas Jefferson a levé un verre de Madère juste après avoir signé la déclaration d'indépendance. Bien qu'il n'y ait pas encore de Starbucks partout, le café était déjà très populaire durant la Révolution américaine. Quand Thomas Boylston a augmenté le prix du café en le stockant, au moins 100 femmes ont marché vers son entrepôt et provoqué une émeute. L'émeute a eu lieu le 24 juillet 1777. Selon Abigail Adams, au moins 100 femmes rassemblées avec une charrette et des camions ont marché jusqu'à l'entrepôt et ont exigé les clés que Boylston a refusé de leur remettre. À ce moment, la situation est devenue laide et agressive. « Ne privez pas les gens de leur café », rapporte Adams. L'une des femmes l'a saisi par le cou et l'a jeté dans une charrette. N'ayant aucun moyen de s'échapper, il a remis les clés, elles ont renversé la charrette pour le libérer, puis ont ouvert l'entrepôt. Le café a été retiré, chargé dans des camions, puis emporté. Ceci paraît raisonnable pour un buveur de café. Sauf si vous êtes Oprah, le pain ne vous paraît sans doute pas très excitant. Pourtant, pour les forces affamées de 1777, c'était vital. Les troupes à Valley Forge ont demandé plus de nourriture, mais le Congrès a envoyé un boulanger, Christophe Ludwig, à la place. Mais Ludwig n'était pas n'importe quel boulanger. En fait, son titre officiel était surintendant des boulangers et directeur de la boulangerie dans la Grande Armée des États-Unis. Je dois admettre que c'est le meilleur titre LinkedIn jamais vu. Le Congrès proposa à Ludwig de cuire une livre de pain par livre de farine, lui laissant vendre l'excédent et garder l'argent. Ludwig refusa cependant. Il a déclaré au Congrès qu'il avait assez d'argent et ne voulait pas s'enrichir via un conflit. Au lieu de cela, il a insisté pour fournir 135 livres de pain pour chaque 100 livres de farine qu'on lui confiait, un geste vraiment élégant. Fabriqué à partir de mélasse fermentée, sous-produit des plantations de sucre des Caraïbes, le rhum possède une longue histoire dans les Amériques. D'abord expédié aux colonies britanniques au gallon, à l'époque de la Révolution américaine, les colons distillaient le leur. La Nouvelle-Angleterre, à elle seule, comptait plus de 150 distilleries de rhum. Les Américains révolutionnaires aimaient tellement le rhum qu'à l'époque de la guerre, la consommation de cette boisson atteignait un chiffre impressionnant de 4 gallons par personne et par an. Majoritairement anciens britanniques, les colons américains appréciaient de nombreux plats britanniques. Cependant, ils acceptaient aussi sans opposition de nouveaux aliments venus d'Amérique du Nord. Anna Glass a même intégré plusieurs recettes dans son livre qu'elle décrivait comme adaptées à la cuisine américaine. Une recette était celle des tartes aux canneberges. Faire mijoter les canneberges en gelée, ajouter du sucre brun, puis cuire au four avec beurre et farine. Comme la plupart des soldats en temps de guerre, les forces américaines qui ont combattu pendant la Révolution recevaient des rations quotidiennes pour subvenir à leurs besoins. Les rations offraient généralement une livre de viande, bœuf, porc salé ou poisson salé, et une livre de farine par jour à chaque soldat. En plus de cela, les troupes recevaient une portion de pois ou de haricots, un peu de lait et généralement une petite quantité de riz, de maïs et de mélasse. Cependant, cela était dans des circonstances idéales, et la guerre est souvent loin d'être idéale. Les troupes recevaient rarement des rations complètes, et en marche, il était surtout difficile d'obtenir du lait frais. Pendant le long hiver de 1777 à Valley Forge, beaucoup d'allocations ont dû être ajustées en raison de la disponibilité limitée, et de nombreux soldats ont simplement dû s'en passer. Étant donné qu'ils étaient principalement britanniques, les Américains des colonies avaient muté une affection particulière pour le thé.
Lorsque le Parlement a sévi contre les contrebandiers de thé, les colons ne l'ont pas très bien pris. Ils ont jeté leur thé dans le port de Boston lors d'un événement qui serait à jamais appelé la Boston Tea Party. Cependant, une fois la Révolution commencée, de nombreux Américains ont commencé à rejeter l'idée de boire du thé britannique par patriotisme. Les loyalistes britanniques, appréciant cette boisson, étaient souvent critiqués par leurs voisins révolutionnaires, ce qui n'a sans doute pas aidé les ventes. De nombreux Américains ayant cessé le thé ont opté pour le café, tandis que d'autres l'ont remplacé par des tisanes comme le thé aux feuilles de framboisier ou d'autres alternatives locales. Les Américains n'étaient pas seulement des révolutionnaires, ils étaient aussi des créateurs de tendances. Quelques années après leur indépendance, les anciens colons anglais ont vu leurs alliés français organiser leur propre révolution. À Boston, la Révolution française a été célébrée par un festin. Une pancarte « Offrande de paix à la liberté et à l'égalité » fut accrochée au cou d'un bœuf, conduit ensuite à Liberty Square. Là, le bœuf a été découpé et servi avec de la dinde, du punch et 1600 miches de pain. Vive la Révolution! En effet, dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les habitudes quotidiennes des Américains ont changé grâce à de nouvelles innovations et technologies. Dans les années 1950, les familles recherchaient praticité et satiété, ce que reflétaient certains plats majeurs de l'alimentation américaine. Aujourd'hui, examinons ce que les familles nucléaires mangeaient après la guerre aux États-Unis. Pour une génération, peu de choses sont plus américaines que le pain de viande, le plat, pas le chanteur de Paradise by the Dashboard Light. Bien que ce plat remonte en réalité à l'Europe du vieux siècle, le pain de viande a été introduit aux États-Unis comme aliment pour le petit déjeuner dans les années 1870. Il a fallu 20 ans de plus pour que le pain de viande devienne populaire aux États-Unis, alors que l'industrie de la viande se développait pendant la Grande Dépression. Durant la Seconde Guerre mondiale, ce plat aidait les familles américaines à optimiser la viande en y ajoutant chapelure, céréales et œufs. Après la Seconde Guerre mondiale, le pain de viande est devenu un plat familial très populaire dans tout le pays, à tel point qu'il existait 70 recettes différentes de ce plat dans le livre de Doyne Nickerson, 365 façons de cuisiner le hamburger. Les mères américaines préparaient du pain de viande pour économiser et les familles aimaient ce plat copieux au ketchup. Certains restaurants servent aujourd'hui du pain de viande, offrant une note nostalgique à ceux à qui ce plat réconfortant manque. Avez-vous déjà entendu dire qu'une chose est la meilleure invention depuis le pain tranché? Eh bien, en réalité, le pain tranché a été inventé en 1928 et le premier pain tranché disponible dans le commerce était le Wonder Bread. La société de boulangerie Taggart a commencé à commercialiser le Wonder Bread comme un produit économique et nutritif dès 1921 et ils ont commencé à le trancher en 1930. Dans les années 1950, ce pain blanchi, chargé de sucre et pesant, 15 livres, est devenu le pain pré-tranché le plus vendu dans les rayons des supermarchés. Il était très populaire auprès des consommateurs. Pendant les années 1950 et 1960, l'Américain moyen consommait une miche par semaine et obtenait près de 30% de son apport calorique quotidien grâce à elle. Dans les années 80, l'hégémonie de Wonder Bread dans la cuisine américaine a été contestée par l'engouement pour des pains artisanaux, mais il n'a pas disparu. Wonder Bread est encore en rayon, mais il n'est plus aussi populaire que le pain de blé, devenu le favori des Américains. Si vous avez grandi dans les années 50 ou 60, il est probable que vous mangiez souvent des sandwichs au beurre de cacahuètes et à la confiture, une combinaison présente depuis le début du XXe siècle. Le sandwich a gagné en popularité durant la Seconde Guerre mondiale grâce à sa présence dans les menus de rationnement. Quand les soldats sont revenus chez eux, ils ont rapporté le sandwich et l'ont transmis à leurs enfants. Dès lors, sa popularité n'a cessé de croître, atteignant son apogée. Le sandwich était consommé à la maison, au travail, dans les cantines scolaires et les campings. Les sandwichs au beurre de cacahuètes et à la confiture étaient idéaux dans l'Amérique d'après-guerre, où les femmes travaillaient. Faciles à préparer, ils reliaient les générations. En 1911, Procter & Gamble a lancé la graisse végétale Crisco comme alternative saine au sein doux, et dans les années 1950, elle se trouvait pratiquement dans tous les garde-manger d'Amérique.
Le Crisco, à base d'huile de graines de coton hydrogénées, rendait les pâtisseries plus feuilletées et les aliments frits plus croustillants. Au milieu du XXe siècle, le Crisco est devenu de plus en plus populaire comme alternative aux autres matières grasses. Vers 1950, les défenseurs de la santé ont commencé à mettre en garde contre les dangers des graisses saturées et, soucieuses de leur santé, de nombreuses familles sont passées au Crisco. Une graisse végétale aussi savoureuse que le gras, mais bien moins nocive, paraissait trop belle pour être vraie, comme on l'a découvert dans les années 1990. Des études ont révélé que les graisses trans de produits comme Crisco étaient plus nocives que d'autres, inversant rapidement la tendance. Cependant, le produit n'a pas totalement disparu. Crisco est toujours en vente aujourd'hui, mais sa formule a changé depuis les années 1950. En 1949, les frères Albert et Meyer Bernstein ont créé l'entreprise. Frozen Dinners Incorporated a lancé des repas complets sur plateau en aluminium à Pittsburgh, rencontrant immédiatement un grand succès. En moins d'un an, l'entreprise avait vendu plus de 400 000 plats surgelés. En 5 ans, les frères avaient changé le nom de leur entreprise pour Quaker State Food Corporation et avaient vendu plus de 2,5 millions de repas. Ce n'est qu'en 1953 cependant, lorsque Swanson a commencé à vendre et à faire la publicité de ses propres plats préparés, que le repas surgelé est devenu connu sous le nom de TV Dinner et est devenu l'un des repas les plus emblématiques des années 1950. Swanson a vendu un nombre stupéfiant de 25 millions de TV Dinners rien qu'en 1954. Les familles aimaient ces repas pour leur côté pratique, économique et leur goût correct. La télévision devenant populaire à la même époque, les TV Dinners permettaient aux familles de manger en regardant leurs émissions favorites. Les casseroles, pratiques et économiques, illustraient l'ingéniosité de la société américaine d'après-guerre et nourrissaient facilement toute la famille. L'époque où l'on cuisinait tout soi-même est révolue. Grâce au progrès de la technologie alimentaire, les ménagères pouvaient désormais mélanger soupe à la crème, nouilles, thon et céleri dans un plat et le cuire en moins d'1 heure pour le dîner. Dans les années 1950, la casserole a atteint un nouveau niveau de popularité, les marques faisant la promotion de leurs produits en proposant des recettes faciles que tout le monde pouvait réaliser, même ceux qui n'avaient pas de compétences culinaires supérieures ou même moyennes. Dans les années 1950, les céréales emballées étaient un aliment de base quotidien. Leur commercialisation comme aliment sain a débuté au début du XXe siècle. Cependant, vers 1910, les entreprises ont découvert qu'elles pouvaient attirer les enfants avec succès en incluant un cadeau dans chaque boîte. Dans les années 1950, les publicités télévisées de céréales ciblaient surtout les enfants. Des mascottes animées comme Tony le Tigre, Snap, Crackle et Pop, le Lapin Trix et les House Sugar Crisp, Andy, Dandy et Candy convainquèrent les enfants de demander leurs céréales préférées. Après la Seconde Guerre mondiale, les céréales étaient vendues sucrées, évitant aux mères de les sucrer pour leurs enfants. Les parents trouvaient ces aliments pratiques et les enfants étaient accros au goût. La popularité des céréales a diminué ces dernières années. Cependant, beaucoup des marques classiques des années 1950, comme Frosted Flakes, Rice Krispies, Trix et Sugar Crisp existent toujours, sous une forme ou une autre. De nos jours, le mot spam est surtout associé au courriel indésirable, mais dans les années 1950, il s'agissait de la viande spam, dont le nom vient de spiced ham, jambon épicé, qui est arrivé dans les rayons en 1937 et a immédiatement séduit les consommateurs. Conçu à partir d'épaules de porc, jambon, sel, eau, sucre et nitrate de sodium, la création de Hormel Foods était une viande sans besoin de réfrigération. Le marketing de Hormel a autant séduit les consommateurs que le produit, lançant parmi les premières campagnes interactives comme un concours de noms et des recettes pour un livre de cuisine spam. Le spam était également facile à consommer pour les forces américaines sur les lignes de front et elles l'ont fait découvrir à de nouveaux pays au fur et à mesure de leur déplacement. Après la Seconde Guerre mondiale, le spam est redevenu populaire sur les tables américaines. Les Hormel Girls, groupe d'anciennes combattantes de la Seconde Guerre mondiale, ont promu le produit via leur émission radio à succès, faisant exploser les ventes de spam.
Depuis, Hormel a vendu plus de 8 milliards de boîtes de spam dans 44 pays. Ovomaltine a été développé en Suisse et est rapidement devenu assez populaire pour commencer à être exporté. Une faute d'orthographe à l'enregistrement de la marque l'a fait nommer Ovaltine sur les marchés anglophones. Contrairement à la croyance populaire, Ovaltine n'est pas juste du lait chocolaté mais un lait enrichi à base d'extrait de malt, sucre et lactosérum. Il existe toujours aujourd'hui mais a connu son apogée au milieu du XXe siècle. Ovaltine a vu ses ventes croître dans les années 1950 grâce à des publicités vantant une friandise saine. La société a aussi sponsorisé de nombreuses émissions radio et télé, dont Captain Midnight, une série d'aventures très populaire sur un pilote de la Première Guerre mondiale réalisant des missions dangereuses et revenant toujours à minuit. Si vous avez déjà feuilleté des livres de cuisine anciens, vous avez probablement vu des photos de plats enrobés de gélatine et l'aspic est préparé avec du bouillon de viande et a un goût salé. Une fois gélifié, il peut contenir divers morceaux de viande et de légumes. Dans les années 1950, l'aspic était souvent moulé dans des formes impressionnantes. Les plats à l'aspic et à la gélatine étaient très populaires dans les années 1950. Avec l'arrivée de la réfrigération dans les foyers américains au début de la décennie, peu de familles pouvaient s'offrir un réfrigérateur. Les plats à base de gélatine étaient des symboles de statut car ils nécessitaient d'être réfrigérés pour prendre. L'une de ces recettes, la salade perfection, consistait en une base de citron, de gelée et de vinaigre avec du chou, du céleri, des carottes, des poivrons et des piments. Cependant, malgré leur association avec l'opulence, ces plats étaient en réalité peu coûteux à préparer et faciles à réaliser. Après la Seconde Guerre mondiale, la popularité des cuisines ethniques a augmenté en Amérique. Chop suey ou shaped suey signifie approximativement reste ou bric-à-brac. On dit que ce plat chinois a vu le jour à San Francisco pendant la ruée vers l'or. Il était populaire dans les foyers et les restaurants américains dès les années 1920 à Na. Ce n'est qu'aux années 1950 qu'il est devenu un repas familial abordable, copieux et facile à préparer. Le chop suey, qui est préparé avec de la viande, des nouilles, des germes de soja, des châtaignes d'eau, des pousses de bambou, des oignons et du céleri. Resté populaire quelques décennies, il est tombé en désuétude dans les années 1970, alors que des plats chinois plus authentiques devenaient populaires. Les aliments aromatisés artificiellement existent depuis les années 1920, mais les sodas sans sucre n'ont fait leur apparition sur le marché qu'avec un produit appelé NoCal, qui est arrivé dans les rayons au début des années 1950. NoCal était un ginger ale créé par Hyman Kirsch, le vice-président du sanatorium juif de New York pour les maladies chroniques. Kirsch a inventé cette boisson sans sucre pour les patients du sanatorium souffrant de maladies cardiaques et de diabète. La boisson est rapidement devenue un favori, surtout parmi les femmes au foyer surveillant leur poids. Kirsch a élargi la gamme NoCal pour inclure 11 saveurs différentes. L'entreprise a utilisé des stars d'Hollywood comme Julie Adams et Kim Novak dans ses publicités imprimées et avait même son propre slogan fictif. Mon gars, le business du génie NoCal marchait bien trop bien. Après avoir créé le marché des sodas diététiques, NoCal a été presque évincé lorsque Coca et Pepsi ont lancé leur propre soda light. Le coup de grâce pour la marque est venu quand le cyclamate de calcium, l'édulcorant artificiel utilisé dans NoCal, a été jugé cancérigène. Depuis, il a été interdit par la FDA et NoCal a pratiquement disparu. Au début des années 1930, une grave sécheresse a provoqué des tempêtes de poussière dévastatrices dans toute la région des Grandes Plaines du sud des États-Unis. Les tempêtes ont touché des parties du sud-ouest du Kansas, du nord-est du Nouveau-Mexique, du sud-est du Colorado, ainsi que les Panhandles de l'Oklahoma et du Texas. Dans la future Dust Bowl, le manque de pluie rendait l'agriculture difficile et les habitants désespéraient de trouver de la nourriture. Les gens utilisaient des ressources disponibles et privilégiaient la nutrition au goût pour inventer des plats. Aujourd'hui, découvrons ce qu'ils mangeaient pour survivre dans le Dust Bowl. Dans certaines régions des États-Unis, vous avez sûrement vu des tumbleweeds rouler les jours de vent. Vous ne vous êtes sans doute jamais dit « Voilà mon déjeuner ».
rien ne poussait dans les champs dévastés du Dust Bowl, sauf des mauvaises herbes. Les tumbleweeds et des mauvaises herbes comestibles comme les aroches prospéraient tandis que d'autres cultures mouraient. Les tumbleweeds pouvaient être consommés crus, cuits ou en soupe. Ce plat n'est pas sur le menu secret de Noodles & Company. Par désespoir, des familles faisaient mariner et conserver ces herbes pour l'hiver. Ce n'était pas du géant vert, mais c'était comestible. La conserve était essentielle à la survie. Environ 4000 cuisines communautaires ont tenté d'aider les familles en difficulté. Grâce à bulk canning, les familles ont appris les techniques de mise en conserve nécessaires pour préserver la nourriture durant cette période difficile. Pendant la Grande Dépression, les nutritionnistes ont mis en avant l'importance du lait, qui est ainsi devenu un ingrédient courant dans les recettes. Un exemple étrange de cela est le cas particulier du pop-corn avec du lait. À la différence du pop-corn vendu aujourd'hui au cinéma, il était abordable pour les familles pendant la Grande Dépression. Avant, il suffisait de 5 à 10 centimes pour acheter ce délicieux maïs soufflé, sans avoir à contracter une seconde hypothèque. Corrigé de l'inflation, cela équivaut à 1 ou 2 dollars en 2021. Au lieu de beurrer ce snack populaire, les gens affamés versaient du lait sur le maïs soufflé et le mangeaient en repas, même pas au petit déjeuner. Le pop-corn au lait est désormais un plat principal du dîner. On pourrait dire que leur combinaison crée un mélange détrempé. Mais c'était simplement un autre repas né de la nécessité. Pour beaucoup d'habitants du Dust Bowl, le goût importait peu. Ils cherchaient surtout des aliments bon marché et rassasiants, adaptant leurs recettes en conséquence. Les résultats étaient des mélanges que nous ne mangerions probablement plus aujourd'hui. Prenez la salade de déjeuner au corned beef par exemple. Cette monstruosité mélangeait maïs, pois en conserve, gélatine, jus de citron et vinaigre. Ce plat faisait partie des nombreuses recettes similaires de l'époque. Dans son livre, Un repas carré, une histoire culinaire de la Grande Dépression, l'auteur Andy Coe a qualifié ce plat de mauvais à tous les niveaux possibles. Ce n'est pas de la grande cuisine, mais au moins ce n'est ni un pain de viande sans viande, ni du poisson sur du pain. La marmelade est une excellente gourmandise pour le petit déjeuner. Malheureusement, les oranges nécessaires pour la préparer étaient rares dans le Dust Bowl. L'auteur et professeur d'anglais Mildred Armstrong Kalish a vécu à l'époque du Dust Bowl. Dans son livre « Petit sauvage », elle a décrit comment sa famille conservait la nourriture dans leur ferme. Kalish se rappelait que les oranges et bananes étaient des friandises rares. Ils mangeaient ce qui poussait, comme des baies et des carottes. Comme peu de gens avaient des agrumes pour la marmelade, ils utilisaient des carottes pour la gelée, explique Kalish dans son livre. Avec les oranges et l'argent qui manquait, il n'y avait aucun moyen de faire de la marmelade d'orange, mais nous faisions pousser de merveilleuses carottes. Mélangée à une orange et un peu de miel, elle produisait toujours une délicieuse marmelade. Sa recette n'utilise que 2 tasses de carottes crues et une seule grosse orange, et il paraît que c'était délicieux. Elle explique qu'elle ne gardait jamais la gelée, car il la consommait trop vite. Même en cas de moisissure, il ne la jetait pas. À la place, les enfants grattaient simplement la moisissure sur le dessus du pot, sur environ 1 cm, et mangeaient quand même la gelée. Lorsque l'huile de cuisson venait à manquer, les gens la remplaçaient par de la graisse de bacon pour cuisiner. En plus de sa recette de marmelade, Armstrong a longuement parlé des bienfaits de la graisse de bacon dans son livre. Elle cuisinait constamment avec, la qualifiant d'huile d'olive toscane de sa famille. Parfois, sa famille en versait un filet. La délicieuse graisse sur du pain, des œufs ou des légumes de saison. Elle accompagne aussi très bien les haricots. Ou est ce brocoli surgelé à cuire à la vapeur, dégoulinant de graisse de bacon. De nombreuses personnes ayant vécu la Grande Dépression ont appris à leurs enfants à conserver la graisse de bacon. De nombreuses recettes et personnes en ligne vantent encore aujourd'hui la polyvalence de cette graisse. Bien que vous ne mangiez sans doute pas les petites fleurs jaunes aujourd'hui, les pissenlits furent une source de nourriture inattendue en temps difficile. La salade de pissenlit était une recette facile à préparer. On cueillait beaucoup de pissenlits, puis on coupait fleurs et racines. Après avoir jeté les feuilles mortes, les gens rinçaient les feuilles fraîches pour enlever la saleté, parfois en les trempant ou en les blanchissant. Pour un repas, la salade était mélangée avec du jus de citron, de l'huile d'olive ou du sel. Le plat avait un goût de noisette légèrement amer qui irait sans doute bien avec du bacon ou du fromage.
Les casseroles étaient courantes pendant le Dust Bowl, idéales pour fournir des nutriments quand la nourriture manquait. Mais quand on parle de casseroles, on ne parle pas de gratin de pâtes. Au lieu de cela, les casseroles étaient un mélange d'ingrédients nutritifs et bon marché. Beaucoup d'entre elles comprenaient une sauce faite de farine, de beurre, de lait et de sel. Cette sauce blanche s'est retrouvée dans de nombreuses recettes de l'époque, en particulier dans les casseroles. Un des pires exemples était sans doute la casserole de spaghettis à la sauce blanche. Ce cauchemar nutritionnel impliquait des nouilles de spaghettis molles et trop cuites, des carottes bouillies et la fameuse sauce blanche redoutée. Les cuisiniers cuisaient le mélange jusqu'à ce qu'il soit fade et prêt à manger. Le plat n'était pas destiné à être savoureux ni à enthousiasmer votre famille pour le dîner, mais qui s'enthousiasme vraiment pour les gratins? Prenez un moment pour en parler entre vous. Tout le monde aime une part de gâteau de temps en temps, mais que faire si vous n'avez pas les ingrédients pour en préparer un? On improvise. Les gens, malgré le manque d'œufs, de lait et de beurre, faisaient quand même des gâteaux en utilisant un mélange d'épices, de farine et de sucre pour un dessert unique. L'eau remplaçait le lait, la levure chimique et l'huile prenaient la place des œufs et du beurre. Contrairement à d'autres recettes du Dust Bowl, ce gâteau de la dépression était assez bon. Bien qu'un brevet ait été accordé en 1935, les préparations pour gâteaux instantanés n'ont réellement percé qu'après la Seconde Guerre mondiale, devenant ainsi une bonne alternative en période difficile. Les protéines sont essentielles dans l'alimentation. Les lièvres de Californie remplissaient ce rôle parfaitement. Pour les habitants du Dust Bowl, un repas de lièvres de Californie, biscuits et haricots était presque basique. Dans une région où pratiquement rien n'était abondant, les lièvres de Californie faisaient exception. Ils prospéraient dans le climat chaud et sec et leur chasse servait un double objectif. La première visait à fournir une source essentielle de nourriture, la seconde à empêcher les lièvres de manger les rares cultures de cet environnement difficile. Les agriculteurs appelaient ces animaux les cochons Hoover, en référence au président qu'ils accusaient de la Grande Dépression. Le marinage permet de conserver les aliments depuis des millénaires, il est donc logique de préparer des réserves pour les périodes difficiles. C'est ce que faisaient les habitants du Dust Bowl. Ils faisaient mariner des baies et autres fruits l'été. Les fruits qui se gardaient bien étaient échangés ou mis en conserve pour des occasions spéciales. Le marinage des fruits est une activité assez simple à faire au moment du dîner. Il suffit de faire mijoter des fruits entiers ou tranchés dans un sirop à base de vinaigre ou de jus de citron. Vous obtenez ainsi un aliment sain, facile à transporter et qui se conserve longtemps. Le petit déjeuner durant la Grande Dépression était particulier. Galettes de pommes de terre, corneaux au lait et bouillies de semoule de maïs étaient courants chez les habitants du Dust Bowl. Bien que ce ne soit pas aussi étrange que certaines autres options, ce n'est pas quelque chose que la plupart d'entre nous considèrent comme un aliment de petit déjeuner. Comme la polenta, la bouillie de semoule de maïs s'obtient en faisant bouillir la semoule dans l'eau jusqu'à épaississement. Elle a une saveur légèrement sucrée et peut être consommée avec du lait ou frite pour d'autres recettes. Le résultat était un plat étonnamment savoureux et consistant qui a permis de nourrir les gens en période de grande nécessité. Ailleurs dans le pays, les soupes populaires et les files pour le pain ont nourri la population, la soupe devenant essentielle durant la Grande Dépression. Elles ont joué un rôle clé dans le Dust Bowl. Les soupes de haricots secs ou de pois sont devenues un aliment de base. Une recette typique pouvait demander une demi-tasse de haricots pinto, une demi-tasse de pois à œil noir et tous les légumes disponibles. Les gens épaississaient la soupe avec farine et eau et laissaient souvent une marmite sur la cuisinière en continu. Manger de la soupe permettait d'obtenir rapidement des nutriments et aidait les habitants du Dust Bowl à survivre à leur situation. Les dîners officiels à la Maison-Blanche, lors desquels le président en exercice reçoit des rois, des reines et des chefs d'État du monde entier, sont des événements grandioses et élégants. Parfois, les repas des dîners d'État présidentiels allaient de plats simples et ordinaires à des mets gastronomiques, souvent influencés autant par des facteurs sociaux et économiques que par la personne occupant le bureau exécutif. Les menus reflétaient souvent les préférences des invités d'honneur ou envoyaient un message politique aux convives sur la façon dont les Américains aiment manger, boire et s'amuser. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que divers présidents américains ont servi au dîner d'État. D'accord, il est temps de jouer. Vive le chef!
Ulysses S. Grant a organisé le premier dîner d'État officiel le 22 décembre 1874 en recevant David Kalakaua, le dernier roi d'Hawaï. Mais une grande fête élégante n'était pas l'idée du président Grant, c'était en fait celle de sa femme Julia. Elle en avait assez de ses goûts pour les plats simples qu'il avait pris dans l'armée. Elle a engagé le restaurateur Valentino Mella comme intendant de la Maison-Blanche pour plus de sophistication lors des événements. Cela a lancé ce qui est devenu les dîners officiels du président Grant qui, selon la chroniqueuse de journaux Emily Edson Briggs, étaient des repas à plusieurs plats. Cela commençait par des fruits, des fleurs, des confiseries, du pain et du beurre pour la soupe. Au premier service, les convives goûtaient un croquet de viande à la française, puis au troisième service, de la viande et des pommes de terre. D'autres plats incluaient des cuisses de perdrix et un dessert de riz au lait. Les convives ont bu plusieurs verres de vin pendant le repas, ce qui est compréhensible. Il nous faudra quelques bouteilles de votre meilleur millésime pour accompagner toute cette viande. Herbert Hoover aimait recevoir, bien qu'il ait apparemment de très mauvaises manières à table. Il paraît même qu'il partageait ses œufs du matin avec ses chiens. Qui n'a jamais donné une friandise à son chien, il le mérite. Malgré ses manières de table discutables, Hoover n'aimait pas manger seul. Lors des dîners d'État et occasions formelles, le président et son épouse servaient plusieurs plats. L'un de ces dîners comprenait des espèces rares de poissons, du homard froid, des betteraves, des concombres, des blancs de poulet en sauce, de l'endive et une salade printanière, des fruits, des glaces et des bonbons. Ce menu a été proposé au roi de Siam en avril 1931, qui, espérons-le, n'a pas été rebuté par l'idée du homard froid. Le président Roosevelt a déjà servi des hot dogs au roi George VI et à la reine Élisabeth d'Angleterre chez lui à New York. Hors contexte, cela suggère qu'ils faisaient une soirée pyjama et ont fini à jouer à Sonic the Hedgehog. La vraie raison du repas frugal offert par FDR est moins fantaisiste. N'oubliez pas qu'il prit le pouvoir durant la Grande Dépression lorsque les Roosevelt s'installèrent à la Maison-Blanche. Ils ont adopté un régime relativement austère et réduit le gaspillage afin de servir de modèle aux autres Américains. Ils ont supprimé les fruits de mer et la soupe. S'il y avait assez de plats principaux, pas de fruits servis, les desserts étaient vus comme un luxe. Les plats principaux étaient souvent à base de dinde ou de poulet, rappelant un repas de Thanksgiving, sauf pour la Grande Dépression. Les accompagnements étaient des légumes bon marché comme les haricots de Lima ou les rutabagas, ceux que vos parents devaient vous faire manger en rusant. Une fois, la Maison-Blanche a servi une casserole de patates douces, recouverte de guimauve, ce qui a dû être le résultat de négociations considérables avec un président avare. D'après les menus qui nous sont parvenus, les convives appréciaient du vin ou du xérès, bien que Fulgencio Batista de Cuba ait eu droit à un whisky sour en 1942 et du Jolson. À la Maison-Blanche, tout est consigné. Lorsque le président Harry S. Truman recevait des invités lors de repas officiels, il était connu pour servir des pickles de pastèque, un shortcake aux fraises et des fritos. Oui, vous avez bien entendu. Même avec les fritos au déjeuner, ce snack révélait le goût simple du président Truman. Lors de la visite de la princesse Élisabeth en 1951, le menu comprenait aussi du jambon rôti et des pommes de terre frites, car une princesse ne peut se contenter seulement de chips de maïs. Comme beaucoup de ses prédécesseurs, le président Eisenhower était un amateur de plats simples. Contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs, Ike aimait les cuisiner lui-même. Lorsque le président a reçu le premier ministre du Canada et le président du Mexique en 1955, sa soupe de tortue verte figurait au menu. Eisenhower menait apparemment une double vie au sein du clan Foote. Cependant, ses goûts se sont élargis au fil des années. Lorsque le président a reçu le roi Paul et la reine Frédérica de Grèce en 1955, le menu montrait une sophistication croissante tout en gardant un certain charme personnel, avec des plats comme des crevettes, du cocktail et de l'agneau rôti, accompagnés de pain brun de Boston, de sandwichs, de biscuits triscuits grillés et de crackers salés. Le président et les États-Unis grignotaient des crackers salés avec le roi de Grèce. De quoi vous rassurer pour les hors-d'œuvre de votre prochaine fête. Les Kennedy, avec leur chef René Verdon, ont un peu changé la donne lorsqu'ils recevaient. Les dîners étaient du plus court et ne comportaient que 4 plats. Oh là là, 4 ! Quel scandale à l'époque !
Cela permettait de laisser plus de temps pour socialiser, des pauses cigares pour les hommes et du café pour les femmes. Les repas comprenaient des plats d'inspiration française et aux noms français comme la tournée doux Héloïse, le steak sauce aux truffes noires et le rôti de faux filet vert pré, un steak accompagné de légumes verts et de pommes paille. Le président John F. Kennedy a aussi été le premier à servir un vin américain lors d'un dîner d'État. L'un des dîners d'État les plus célèbres du président John F. Kennedy a eu lieu à Mount Vernon le 11 juillet 1961. Le président a servi un repas composé d'avocats fouettés et de chair de crabe, mimosa, poulet chaussure, poulet chasseur et framboises avec de la crème fouettée. Apporté de la cuisine de la Maison-Blanche pour le président du Pakistan. Eh, pas de beignets à la confiture, c'est bizarre. Le chef Verdon est resté à la Maison-Blanche après l'arrivée de Lyndon B. Johnson, mais pas longtemps car les goûts culinaires du président étaient trop simples pour lui. Le palais de LBJ préférait des plats simples et traditionnels, ce qui ne convenait pas à Verdon. Le chef n'hésitait pas à le faire savoir au président, surtout après que le président Johnson a invité le chancelier ouest-allemand à un barbecue dans son ranch au Texas. Après que les Johnson ont servi haricots, travers de porc, salade de choux et bière, Verdon a tenu à préciser qu'aucun de ces plats ne serait servi à la Maison-Blanche, en disant « On ne sert pas de travers de porc grillé lors d'un banquet avec des dames en gants blancs. » Peut-être que toi, tu ne fais pas le français. Richard. Les dîners officiels de Nixon étaient bien plus sophistiqués que ceux de LBJ. Lors d'un dîner organisé par les Nixon le 25 avril 1972, le menu comprenait du crabe impérial, du faux filet rôti et des courgettes farcies. C'est un repas plutôt raffiné, mais ce n'est rien comparé à certains de ses autres menus. Nixon a organisé plus de 40 dîners d'État lors desquels il a servi du homard en belle-vue, du homard farci et froid, du contrefilet de bœuf, sauce bordelaise, steak et sauce au vin, paillettes dorées, bâtonnets de fromage, pommes amandes, pommes à la crème d'amande, aubergines et haricots verts, fromage porcelou et vacherin glacé aux framboises, glace à la framboise. Pour le dessert, peut-être qu'au lieu de dire « je ne suis pas un escroc », il voulait dire « j'ai amené un cuisinier ». C'est difficile à dire avec sa voix. Le président Jimmy Carter était très réfléchi sur ses repas. Ces dîners officiels étaient aussi importants pour leur dimension politique que pour la nourriture. Des traités majeurs sur le canal de Panama et les politiques égypto-israéliennes ont été négociés lors des repas. Les dîners officiels de Carter suivaient le même schéma que ceux des autres présidents. Plats légers, plats principaux copieux et desserts. Et quel a été le plus grand dîner officiel jamais organisé, avec plus de 1300 invités, le dîner du traité de paix égypto-israélien, le 26 mars 1979. Les convives ont savouré du saumon de la Columbia, des bâtonnets de fromage, du faux filet rôti aux légumes de printemps et une mousse aux noisettes avec petit four. Quand tu veux un morceau de broker, n'oublie pas les bâtonnets de fromage. Ronald Reagan organisait de superbes fêtes pendant son mandat de président, ce qui est logique, il était acteur. Des images de John Travolta dansant avec la princesse Diana de Galles à la Maison-Blanche ne sont qu'un exemple d'Hollywood et de Washington, DC réunis sous la présidence. Même si cette fête n'était pas techniquement un dîner d'État. Nancy Reagan s'impliquait beaucoup dans la planification de ces dîners, supervisant les menus et évitant toute erreur. Nancy a aussi introduit des plats plus légers dans le menu traditionnel des dîners d'État. Le pain pita et plus de salade tranchaient avec la cuisine française plus lourde des administrations précédentes. Les Reagan ont également servi des vins de Californie, ce qui reflétait leurs origines, du pain pita et du vin de la Napa Valley. On peut sortir l'acteur d'Hollywood, mais pas Hollywood de l'acteur, même pour le vieux Ronnie Reagan. Quand on pense à George H.W. Bush lors des dîners d'État, la première chose qui vient à l'esprit est probablement la fameuse réception donnée en son honneur au Japon en 1992, au cours de laquelle il a vomi sur les genoux du Premier ministre japonais. Je me demande si c'était à cause de ce qu'il avait mangé. Le président Bush et Barbara voulaient organiser une belle fête lors du dîner. Ils alliaient tradition et innovation en ajoutant de nouveaux plats comme les Reagan, tout en gardant la structure du repas. Lorsque la reine Elisabeth II d'Angleterre a visité les États-Unis en 1991, elle a été servie. Homard, concombres, mousse, légumes et desserts élaborés
préparé par le chef pâtissier exécutif Roland Mesnier, dont un carrosse en chocolat garni de framboises. Semblable à un soufflé que le chef avait servi à la famille royale du Danemark quelques mois plus tôt, la reine a bien digéré le repas. George W. Bush n'aimait pas la nourriture de la Maison-Blanche. Il n'aimait ni les dîners sophistiqués, ni les danses, ni veiller tard, alors il n'a supporté qu'une douzaine de dîners d'État. Pendant tout son mandat et lorsqu'il devait organiser un dîner d'État, il gardait les choses simples. Lors de la visite du président de la République du Ghana le 15 septembre 2008, ils ont servi du homard, du pudding de maïs, de l'agneau, des pommes de terre, des épinards, des betteraves, puis un pudding banane-coco en dessert. La cuisine de W, peu sophistiquée, se rattrapait par la quantité. Le dernier dîner d'État de l'administration Bush, servi au président de la Pologne et à son épouse, était un peu plus élaboré. Le menu comprenait des plats comme du basilic citronné, du bar rayé poêlé, une sauce aux tomates dorées rôties, une sauce barbecue à l'échalote, une tartine de pommes de terre croustillantes et une glace au gingembre et aux amandes, pour n'en nommer que quelques-uns. Michelle Obama était très préoccupée par l'augmentation de l'obésité infantile en Amérique, ce qui a conduit les Obama à organiser le premier de plusieurs dîners d'État pour enfants en 2012. L'événement a rassemblé chefs et enfants lors d'un sommet culinaire, mettant en avant des recettes d'enfants pour souligner l'importance d'une alimentation saine. Même si, vous savez, certains de ces enfants ont dû faire entrer en douce quelques nuggets de poulet, non? Les seules choses auxquelles les enfants s'intéressent encore moins qu'à manger sainement, c'est les maths. Les Obama ont été un peu plus souples quand il s'agissait de nourrir les adultes, cependant. La Maison-Blanche d'Obama a inclus de nombreux plats traditionnels de leurs invités lors des dîners d'État, mêlant cuisine américaine et nordique. Au Premier ministre de Norvège, de Suède, du Danemark, d'Islande et au président de Finlande en 2016. Les plats comprenaient des canapés de poulet et gaufres, servis avec un cocktail de fruits de mer à l'aquavit, du thon ail salé avec pastèque, genièvre et radis marinés, ainsi que des côtes courtes braisées au vin rouge accompagnées d'une salade de choux, cale chaude et de quenelle au thym. Lorsque le président Barack Obama et Michelle ont accueilli le président du Mexique en 2010, le chef d'État en visite a reçu un assortiment inédit de plats hawaïens, mexicains et américains pour le dîner d'État. Encore une fois, apparemment, ce n'était pas assez sain ou pas assez savoureux. Donald Trump ne servait pas que du fast-food à la Maison-Blanche. En avril 2018, il a organisé son premier dîner d'État pour le président français et son épouse. Le menu offrait des plats de régions américaines influencés par la France. Les convives ont dégusté du fromage de chèvre, un gâteau avec de la confiture de tomates, des biscuits au bas beurre, un carré d'agneau, du riz Carolina Gold, du jambalaya et une tarte à la nectarine avec de la glace. Cela semble être un repas extrêmement savoureux. En 1959, l'Alaska est devenu le 49e État à rejoindre les États-Unis, mais il reste la dernière frontière à bien des égards, y compris la frontière culinaire de l'Alaska. La cuisine combine des influences des populations inuites, des trappeurs russes, des chercheurs d'or du Yukon et d'autres personnes qui ont occupé et cuisiné dans la région. Aujourd'hui, nous allons découvrir des aliments surprenants consommés à la frontière de l'Alaska. Découvrons ce qui se cuisine en Alaska, au four, à la poêle, à l'eau ou autrement. Crème glacée, tu cries? Nous crions tous pour de la crème glacée et bien, certains d'entre nous crient pour la crème glacée inuit. La préparation est aussi couramment appelée agoudik, un mot yupik qui signifie « mélange-les ensemble » et qui peut s'écrire de différentes façons. L'agoudik est un plat traditionnel servi lors d'occasions spéciales comme les mariages, funérailles, premières chasses ou après la capture d'un phoque ou d'un ours polaire en tant que nourriture de frontière. L'agoudik était préparé en prenant la graisse de différents animaux, y compris, mais sans s'y limiter, le phoque, la baleine, l'ours ou l'orignal, puis en la fouettant jusqu'à obtenir une pâte. Certaines tribus, comme le groupe Athabascan, utilisaient également la moelle de caribou. Une fois la graisse suffisamment fouettée, on ajoutait de la neige et des baies sauvages. Les baies utilisées variaient selon la région où l'agoudik était préparé. Les versions modernes de l'agoudik peuvent utiliser du Crisco ou un autre substitut de graisse à la place et inclure du sucre, ce que les groupes inuits traditionnels n'avaient pas. Il est encore servi à la fois comme collation et comme dessert. Emikin, un plat dont le nom est dérivé du cri pimikin, qui signifie graisse fabriquée.
démarre avec de la viande séchée, broyée et pulvérisée, puis mélangée à de la graisse animale. Traditionnellement, la viande séchée, faite d'orignal, de cerf, d'élan ou d'autres animaux, était réduite en poudre à l'aide d'un maillet ou d'un mortier. Après avoir mélangé la viande séchée écrasée et la graisse fondue, on ajoutait lentement des fruits et des épices séchées. Les myrtilles, groseilles et cerises étaient les fruits les plus courants, mais les canneberges étaient aussi utilisés. Le mélange refroidi était ensuite mis dans des sacs en cuir, brut ou en tissu. Il pouvait alors être conservé pendant des mois, servant de solution vitale et portable de protéines et de graisses. En fait, le pemmican était parfois tellement apprécié que la nourriture elle-même pouvait même servir de monnaie d'échange. Le pemmican était souvent consommé par les commerçants de fourrure, car il se stockait et s'expédiait facilement dans les prairies nord-américaines, où la nourriture était rare, surtout en hiver. On pense que les commerçants de fourrure ont appris à le fabriquer grâce à un explorateur anglais nommé Peter Pond en 1779, ce qui est un nom plutôt sympa. Il est vite devenu essentiel au commerce et adopté par la Royal Navy pour ravitailler diverses expéditions arctiques. Si vous êtes du genre à avoir peur des abeilles, vous devriez peut-être envisager de déménager en Alaska, car il n'y a pas d'abeilles en Alaska. Eh bien, ça n'a aucun sens, oui, parce qu'ils ont des abeilles et ils en ont déjà eu. Mais je pense que c'est ce que nous voulons dire. Nous voulons dire qu'il n'y avait pas d'abeilles à miel en Alaska à l'époque, donc les habitants de la frontière n'avaient pas accès au miel. Ils ont donc appris à produire des édulcorants d'herbes naturelles. Le miel des squaws était obtenu en faisant bouillir du trèfle, du bois de chauffage ou des fleurs, le nectar et les fleurs apportant la douceur. Le trèfle blanc doux, bien qu'il ne soit pas originaire de la région, est courant en Alaska et l'épilobe est une fleur sauvage facilement identifiable. Après ébullition des plantes, le sirop sucré pouvait être étalé sur du pain, des crêpes ou des biscuits. Le miel des Indiennes était un aliment de base pour les chercheurs d'or du XIXe siècle ou les prospecteurs mi-odédiennes à prospecteurs qui sont venus au Klondike chercher fortune en 1896. Outre les sirops, ils l'utilisaient pour préparer soupe, bouillies et épices, ajoutant de la saveur à leurs aliments fades. La relish d'algues était utilisée comme substitut des sauces salsa et d'autres condiments à base de légumes comme les tomates et les concombres, le plus souvent préparés à partir de varechs géants. Originaire du sud-est de l'Alaska, la relish d'algues était marinée et servie avec des fruits de mer comme flétan, palourdes et crevettes. Pour mariner le varech, on le trempait dans une saumure, on le rinçait puis le coupait en morceaux. Parfois, des épices comme la graine de moutarde, l'oignon et le citron étaient ajoutés pour plus de saveur. Au lieu de couper le varech en dés, on pouvait aussi en manger des morceaux entiers comme des cornichons. Comme le miel de squaw, la relish de varech est vite devenue prisée des chercheurs d'or du Klondike qui l'ont apprise des autochtones de l'Alaska. Dépendant du gros gibier comme l'orignal et le caribou pour survivre, les Inuits veillaient à utiliser toutes les parties de l'animal. Les plats modernes à base de viande d'orignal, similaires à ceux de la frontière, comprennent la tourte et la tourte simple à l'orignal. Les deux recettes contiennent de la chair d'orignal, de la pomme de terre et de l'oignon. La tourte à l'orignal a de la pâte dessus et dessous, alors que la tourte simple ressemble plutôt à un gratin avec de la viande hachée sur le dessus. La viande hachée d'orignal peut aussi être préparée en mélangeant sa chair avec des épices, de la mélasse, du brandy, du vin et d'autres assaisonnements selon le goût. Tout cela peut être cuit dans une tarte sucrée ou mangé tel quel. Une autre délicatesse à base d'orignal est le museau d'orignal en gelée. La mâchoire d'un orignal est bouillie, puis refroidie pour retirer tous les poils. De l'eau fraîche est ensuite mise dans une marmite avec de l'oignon, de l'ail, des épices et le museau d'orignal. Après trempage, l'os et le cartilage sont retirés et la viande finement tranchée est laissée à reposer dans son propre jus. Comme l'a chanté John Lennon, « Je suis lui comme tu es lui, comme tu es moi, et nous sommes tous ensemble ». En mangeant un ragoût de morse, on aurait sûrement changé cette partie de toute façon. Les ragoûts étaient courants à la frontière de l'Alaska, ce qui est logique. Ce sont des repas copieux qui pouvaient être préparés avec n'importe quels ingrédients disponibles, y compris du saumon, de l'orignal, ou même simplement des haricots et des légumes. Le ragoût de morse débutait par un mélange de viande et de bouillon. Cependant, l'arrivée de l'orge, du sarrasin et de la pomme de terre, grâce aux commerçants de fourrure russes, a rapidement enrichi sa composition. Le ragoût traditionnel de morse, souvent servi à Thanksgiving, peut aussi inclure du riz, des algues en dés et de la graisse de morse. Ajouté pour la saveur, il est servi avec du coq de morse, la peau cuite de l'animal,
avec une couche de graisse attachée, gougou gajub. Le plat, connu sous le nom de tête puante, est appelé tepe par les Inuits, ce qui semble être un nom bien plus appétissant. Peu importe son nom, la tête puante désigne des têtes de poisson blanc ou de saumon fermenté. La tête puante se prépare en enveloppant et enterrant des têtes de poisson plusieurs semaines. Lorsque les têtes sont récupérées, les bonnes bactéries ont normalement éliminé les mauvaises. Traditionnellement, la nourriture était enterrée dans un tonneau en bois recouvert de toile de jute. Cependant, pendant une courte période à l'époque moderne, le tonneau en bois a été remplacé par un seau et la toile de jute par du plastique. Pourquoi une courte période ? Eh bien, on a découvert que les têtes puantes et les œufs puants enterrés de cette manière contribuaient chaque année à des taux élevés de botulisme en Alaska, ce qui était un inconvénient considérable. Dans ce cas, les autochtones de l'Alaska ont largement repris l'usage du seau traditionnel et de la toile de jute. Même si cela ressemble au titre d'une série policière des années 70, c'était un aliment de base à la frontière de l'Alaska. Le bannock était un pain simple fait de farine, de sel, de levure chimique et d'eau. Certaines recettes incluaient du lait, des œufs et des fruits secs selon ce qu'on avait sous la main. Les femmes inuites ajoutaient parfois de l'huile de phoque au bannock pour éviter qu'il ne gèle. Le bannock traditionnel doit son nom aux Écossais et le mot, sous une forme différente, remonte au moins au 8e siècle. Ce sont les Écossais qui ont introduit la farine de blé auprès de la population de l'Alaska. Cependant, les groupes autochtones auraient développé leur propre bannock, utilisant aussi les bulbes de la carnisse. Dans les deux cas, le bannock ou un pain similaire était frit à la poêle ou enroulé sur un bâton pour cuire au-dessus d'une flamme nue. De grandes galettes de bannock préparées dans des poêles étaient sous-découpées en parts et servies avec du ragoût ou recouvertes de miel de squaw. Bien que ce nom évoque le compagnon de Tundar le barbare, le muktuk est en réalité de la peau de baleine avec une couche de graisse. Mais il fournissait des nutriments essentiels aux Inuits et aux habitants de la frontière de l'Alaska. En fait, c'est une si bonne source de vitamine C et de vitamine D, les Britanniques en donnaient à leurs explorateurs de l'Arctique pour aider à prévenir le scorbut. Le plus souvent prélevé sur les baleines boréales et les belugas, le muktuk est encore consommé aujourd'hui. Le muktuk peut être mangé cru, auquel cas on dit qu'il a un goût de noisette, ou il peut être consommé en cubes congelés. Il est aussi souvent fermenté et conservé pour être consommé plus tard. De nos jours, le muktuk est vendu commercialement dans des endroits comme le Groenland et le Canada, et il est souvent coupé en dés, pané, frit et servi avec un condiment comme la sauce soja. En tant que mets délicat, le muktuk peut être salé et servi seul, mais il peut aussi être incorporé dans d'autres recettes, comme le pain de viande au muktuk, qui mélange du muktuk, des œufs, des flocons d'avoine et de la farine avec du sel et du poivre. Heinz peut se vanter de fabriquer 57 variétés de ketchup, mais cela n'a rien à voir avec les Inuits, qui utilisent leurs réserves locales de baies depuis très longtemps. Les bleuets, les canneberges, les érelles et les baies de perdrix ne sont que quelques-uns des fruits cueillis et utilisés par les groupes Inuits, dont beaucoup restent encore aujourd'hui essentiels pour l'alimentation et la médecine. En s'adaptant aux ressources de la frontière de l'Alaska, les colons intégraient de plus en plus les baies dans divers aliments et condiments. Par exemple, le ketchup de canneberge était fait en faisant bouillir les baies, puis en séparant pulpe et jus. On pouvait utiliser des canneberges de variété à haut ou à bas buisson, deux fruits acidulés auxquels on ajoutait idéalement suffisamment de sucre et d'épices pour le goût. Après avoir bouilli et épaissi, le ketchup de canneberge était mis en conserve et stocké avant d'être servi avec viande ou volaille. Avec un nom dérivé de l'ancien mot proto-slave pierre, signifiant festivité ou banquet, la pirogue est le plus souvent associée à l'Europe de l'Est et à la Russie. Issues d'une pâte levée à la levure, les pirogues sont souvent allongées aux extrémités effilées. Mais il n'y a pas de règle stricte, elles peuvent tout aussi bien être circulaires ou rectangulaires. La pirogue a été introduite en Alaska par les commerçants de fourrure russes et elle est rapidement devenue un plat favori des peuples aleuts. Personne ne sait exactement quand cela a eu lieu. Mais lorsque le capitaine James Cook a visité ce qui deviendrait plus tard l'Alaska en 1778, lors de son voyage pour trouver le passage du Nord-Ouest, il a affirmé que des femmes lui avaient apporté une pirogue, ce qui suggère que ce plat était déjà courant dans la région. Les Alous faisaient des croûtes en utilisant de nouveaux types de farine qui avaient également été introduites par les Russes. Ces croûtes étaient ensuite garnies de choses comme du saumon, des œufs, du riz et des oignons. La pirogue aloute ressemble à un type spécifique de ce plat, une tourte traditionnelle au saumon que les Russes appellent koulibiak. Alors, qu'en pensez-vous ?
Lequel de ces plats aimeriez-vous goûter? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous, et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de nos autres vidéos sur notre histoire insolite.